On vous propose de démarrer. Il est 10 heures. L'intérêt de la vidéo, c'est on peut être ponctuel. Du coup, bienvenue à tous pour cette troisième édition des Rencontres Grande Culture. Le troisième webinaire, fruit d'un cycle qui a réuni deux autres webinaires sur le mois de janvier. Donc, la Rencontre Régionale Grande Culture, c'est la deuxième édition. On a fait une première édition en 2018. Donc, on réitère cette année en visio. Sur la thématique des grandes cultures. Donc, c'est un événement qui est financé et organisé dans le cadre du plan bio, comme vous avez vu sur la tête juste avant, un événement du plan bio avec les financeurs que sont la région, État, les agences de l'eau et les départements, et un événement co-organisé par la Chambre d'agriculture et Bio de France. Donc, je me présente, je suis co-directeur de Bio de France, Simon Allais, et on sera accompagné, on y reviendra tout à l'heure, par 4 intervenants, et en coulisses, Gilles Salito, conseiller de la Chambre d'agriculture de l'Oise, et Fanny Vandevoile pour nous aider à organiser cette visio dans les meilleures conditions possibles. Bienvenue du coup à vous. Donc, vous n'êtes pas encore tous connectés. On a 145 participants aujourd'hui. On aura passé entre 300 et 330 participants sur les 3 éditions, donc c'est plutôt réjouissant pour nous. On vous a proposé un petit graphique pour présenter un peu qui est là, puisqu'on n'aura pas l'occasion de faire un tour de table ni un tour de micro, puisque ça prendra évidemment trop de temps. On y reviendra sur la règle d'après, il y aura plusieurs moments durant la matinée, durant lesquels vous pourrez vous exprimer via un chat, juste après. Donc les 140 participants qui nous accompagneront ce matin, globalement un tiers de producteurs, un tiers d'OPA. Alors, on a réuni, ça peut être aussi bien des coopératives, des conseils, du négoce, des vendeurs d'engrais, par exemple. Vous êtes aujourd'hui autour de la table par rapport à cette thématique. Ensuite, 20% de personnes qui représentent le secteur bancaire, 8% d'institutions, collectivités et notamment nos partenaires financiers du plan bio. Voilà, je ne sais pas plus si voilà. Pour cette matinée, on propose de la découper en 2 parties, puisqu'on a voulu mettre en avant 2 évolutions de la réglementation qui impacteront l'agriculture biologique, évidemment, la façon dont les filières sont organisées, et plus précisément les systèmes en grande culture en région de France. Donc 2 évolutions dont l'objectif, c'est de faire un peu de pédagogie pour vulgariser ce qu'il y a derrière ces évolutions réglementaires. Et également des témoignages concrets de terrain avec nos intervenants pour voir comment, dans leur métier, dans leur pratique en tant que producteur, en tant que fabricant d'aliments, comment ces acteurs s'emparent de ces questions. Donc la première partie sera sur l'alimentation 100% bio, qui est une évolution phare du règlement européen sur les monogastriques, et une deuxième partie de la matinée sur l'évolution sur les effluents industriels. Donc pour ça, comme je le disais, on a Félix Lepers, qui est à distance, donc qui est chargé de mission réglementation pour la FNAB. Bonjour Félix, merci de participer à cet échange. Ensuite, on aura à ma gauche Jean-Loup Stéhin, qui est directeur commercial chez Novial, qui est un fabricant d'aliments de bétail, donc au cœur de ces enjeux, que ce soit sur les aspects mais aussi sur l'alimentation. On aura Guy Vanderberg, qui est producteur bio, et enfin Marie Auganière, qui est conseillère animatrice au sein de Bio en France. Alors, les règles qui sont assez classiques maintenant, depuis un an de confinement, on commence à s'y faire. On vous propose du coup un format hybride, c'est-à-dire qu'on est en présentiel. Il y a un système de chat et Fanny est là pour récolter vos questions. Vous pouvez transmettre vos questions ou vos réactions ou des témoignages qui viendront illustrer, enrichir nos réflexions. À travers ce chat, et on prendra 3-4 moments dans la matinée pour prendre les questions que vous voulez, les témoignages que vous voulez partager. Voilà, et du coup, normalement, vous devez voir le diaporama qui s'affiche sur votre écran, et à certains moments, on se déconnectera pour que vous puissiez voir nos intervenants. Je vous propose de démarrer sur le premier temps, donc, qui va se séquencer en plusieurs parties. Une première partie pédagogique réglementaire, pour préciser de quoi on parle, avec Félix qui va démarrer, et puis Jean-Loup en complément
par rapport à la lecture qu'il en fait en tant que fabricant d'aliments, justement pour ces monogastriques. Et ensuite, on verra comment Novial s'adapte à cette évolution. Félix, si ça te va, je te propose de démarrer pour nous faire un petit rappel de cette évolution réglementaire. Oui, bonjour à tous. Merci Simon. Je me présente quand même Félix Lepers. Je travaille à la FNAP depuis 3 ans et demi sur les questions Félix, réglementaires. tu peux peut-être parler un petit peu plus fort, si tu arrives. Je parle un petit peu plus fort, si c'est mieux comme ça. Tu me dis Simon s'il faut peut-être que je change. Si c'est bon comme ça. Du coup, rapidement sur cet enjeu réglementaire, il y avait dans le règlement actuel, et donc qui sera bientôt le règlement passé, puisque le nouveau règlement bio entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Il y avait donc une dérogation qui permettait d'utiliser 5% d'aliments non bio dans la ration des animaux. Et cette ration des animaux, des monogastriques, pouvait donc être non bio pour les aliments protéiques. Cette dérogation donc, qu'il permet prend fin en 2026. Alors 2026, c'est pas tout de suite, mais par contre, ce qui intervient tout de suite, c'est que cette dérogation va être limitée aux jeunes volailles et aux porcs de moins de 35 kg. Le terme jeune volaille n'est pas encore tout à fait défini au niveau européen, donc c'est en cours de discussion au niveau de la Commission européenne. Mais pour le dire simplement, on a maintenu la possibilité de recourir à ces 5% d'aliments protéiques non bio pour les jeunes animaux, pour les jeunes monogastriques. Donc ça veut dire que tous les adultes devront passer à une alimentation 100% bio. La demande du coup en alimentation protéique bio, donc on parle notamment de gluten de maïs, d'amidon de maïs, de pommes de terre, d'insectes également. On a des innovations qui commencent à partir là-dessus, devrait augmenter dans les années à venir mécaniquement. Et ça va aller aussi avec une augmentation du coup de protéines végétales, céréales et protéines végétales, puisque également la demande est poussée au niveau national. Je ne vais pas en dire plus. Merci Félix. Et du coup, la parole à Jean-Loup pour compléter et se dire concrètement cette évolution, qu'est-ce qu'elle veut dire. Ensuite, on verra. On aura un temps d'échange s'il y a des questions de compréhension par rapport à cette évolution réglementaire. Et du coup, Jean-Loup a profité de, je cite les sources, d'un webinaire hier organisé par l'ITA Barbalis Institut et Terrinovia pour essayer de vulgariser ce que veut dire cette évolution alimentaire pour la filière. Bonjour à tous, donc je me présente Jean-Loup Sterrin, je suis en charge du dossier bio chez Novial, donc Novial, fabricant d'aliments globalement dans la région Hauts-de-France, historiquement Haute-Normandie et un petit peu Champagne-Ardenne. Donc le bio chez nous, c'est une vieille histoire parce que ça date des années 95-98, donc des évolutions, on en a déjà eu un certain nombre. Et le propre de notre façon de voir, c'est de nous adapter en permanence à ces évolutions et de répondre aux attentes du marché avec les matières premières qui sont disponibles. Si on fait un focus sur la protéine, aujourd'hui, effectivement, dans les 5% de matières premières que l'on utilisait, hors bio pour nos aliments du bétail, c'était principalement des sources de protéines. Dans les sources de protéines, 3 grandes familles. Globalement, les tourteaux, qui sont issus des graines oléagineuses, soja, tournesol et colza. On est principalement sur des produits qui dosent 30 à 40% de protéines. On a ensuite les protéagineux, donc principalement les févrols et les pois, qui dosent en protéines entre 20 et 30%, si on veut donner une fourchette. Et ensuite, ces fameux concentrés protéiques, qui sont donc aujourd'hui d'origine conventionnelle et non pas biologique, qui sont des gluten de maïs, des protéines de pommes de terre, principalement. Donc, ces concentrés protéiques font dose entre 50 et 60% de protéines. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans notre formulation, notre métier, c'est d'assembler les matières premières pour en faire un aliment qui correspond aux exigences des espèces. Et suivant qu'on nourrisse une vache laitière, un porc ou une poule pondeuse, les besoins nutritionnels pour l'un ou pour l'autre ne sont pas les mêmes. Donc, dans la démarche, globalement, il y a le taux de protéines et il y a aussi le profil en acides aminés.
Donc, dans le profil en acides aminés, vous retrouvez ici deux acides aminés essentiels qui est important pour la nutrition. La lysine, qui va plutôt servir à faire du muscle, et la méthionine, qui est un élément important, notamment pour la poule pondeuse et la production d'œufs. Dans les différentes couleurs, on voit que nos différentes sources de protéines, donc le pois et la févrole, donc sur la partie verte qui est sur la gauche des deux graphiques, sont plutôt riches en lysine, mais pauvres en méthionine. Hein. Ensuite, on a les tourteaux de tournesol ou de soja qui sont considérés intermédiaires, et on a nos concentrés protéiques, hein, que ce soit de pommes de terre ou de gluten, qui eux sont les plus riches en acides aminés, que ce soit en lysine ou en méthionine. Comme le dit Félix, l'évolution de la réglementation va se faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur la partie animaux en production, donc avec une évolution de la réglementation en 2022, et pour la suite, ce sera du 2026. Donc, ce qu'il nous faut, c'est nous adapter par rapport à ça. La conséquence, c'est quoi? C'est quoi l'impact de passer au 100% bio? Dans les grandes lignes, globalement, donc on arrête d'utiliser des produits très riches en protéines, 50-60% de protéines, que l'on va remplacer par des produits moins riches. Principalement, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est plus de tourteaux de soja à l'échelle de la France et de l'Europe, et c'est moins de protéagineux. Sachant qu'il va y avoir des très grandes disparités entre les espèces. Pourquoi? Parce que globalement, je vous ai dit, on a besoin de lysine pour faire du muscle, et on a besoin de méthionine pour faire pour les œufs. Aujourd'hui, la majorité de l'aliment produit en biologique, c'est destiné à la poule pondeuse. Hein, principalement en volaille, puisque 75% des aliments consommés bio en France, c'est pour la volaille, et 55% pour la poule pondeuse. Donc, qui nous dit poule pondeuse, dit besoin en méthionine principalement. On a, pour le reste, du porc et du bovin, sachant que concernant le poulet, aujourd'hui, l'aspect jeunes animaux, effectivement, on ne sait pas encore trop comment la réglementation va l'interpréter. On ne sait pas jusqu'à quel âge on considère que les animaux sont jeunes. Donc l'élevage de poulet pourrait encore bénéficier de la dérogation jusqu'en 2026. Alors, globalement, qu'est-ce qui nous est proposé comme matière première? Donc, le tourteau de soja, qui est déjà bien présent globalement dans les aliments, avec une teneur en protéines plus élevée. Le tourteau de tournesol, qui est intéressant parce que riche en méthionine, et encore plus dans une version high pro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les graines que l'on utilise, d'une manière générale, on extrait sur les oléagineux, on extrait l'huile par pression, et ensuite, on en sort un tourteau. Sur une graine de tournesol, il y a l'amande et il y a une coque autour, hein, une enveloppe. Et cette enveloppe-là, c'est de la cellulose qui, quelque part, ne nous intéresse pas en termes de formulation et dilue la concentration protéique du tourteau. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de passer par une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut travailler la graine pour éventuellement la décortiquer, pour qu'on ait une amande plus exploitable, où on enlève plus d'huile et donc on en fait un tourteau high pro plus riche en protéines et donc plus concentré en acides aminés. Ensuite, on a les tourteaux de colza. Les tourteaux de colza qui sont d'une plus faible disponibilité parce que difficile à mettre en place en culture pour différentes raisons, exigeant en azote, couverture du sol, les insectes difficiles à gérer. Donc, le colza qui existe, mais je dirais aujourd'hui on en utilise un petit peu, on n'a pas d'appro régulier. Ensuite, si on parle gros volume ou besoin, il y a un tourteau intéressant qui est le tourteau de sésame, qui n'est pas produit en France, donc dépendant de l'importation. C'est plutôt des produits origine Afrique et éthiquement, dévaliser l'Afrique alors que ces produits sont utilisés pour nourrir la population, ce n'est pas non plus dans notre façon de voir les choses. Ensuite, en initiative, je dirais en réflexion, des choses qui se mettent en place petit à petit, un petit peu de tourteau de lin, mais pas de disponibilité, et puis des concentrés protéiques de luzerne pour
reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Mais globalement, nous, ce qui nous intéresse dans l'ensemble de ces tourteaux, c'est d'avoir des produits les plus concentrés possibles pour formuler nos aliments. Puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les produits qu'on utilisait en conventionnel, c'est des produits qui faisaient 50 à 60% de protéines. Comment les remplacer au mieux? Vous avez ici un exemple d'une formule de poule pondeuse, pic de ponte, donc voilà, qui reflète globalement, c'est plus accentué sur l'entrée en ponte et moins sur la fin de ponte, où on utilisait, alors en moyenne, 2,7 et 1,5% de protéines entre gluten de maïs. Donc vous avez la colonne de gauche formulée à 95% valeur aujourd'hui et la colonne de droite, hypothèse formulation demain à 100%. Donc en gluten et protéines de pommes de terre, globalement, on a 4%, 4,5% de protéines conventionnelles. On a 8% de févrole ou globalement de protéagineux. On a du tourteau de soja pour 8% et puis du tourteau de tournesol présent également. Si on se met dans une simulation 100% bio et qu'on enlève ces 4-5% de produits conventionnels, qu'est-ce qui se passe? La févrole, qui est un produit peu concentré en protéines, va globalement baisser de 8 à 2%. Le soja et le tournesol vont respectivement monter de 8 à 14 et de 4 à 11%. Donc on voit bien qu'on enlève des produits peu concentrés en protéines pour aller chercher des produits plus concentrés en protéines pour faire nos aliments pour eux. Sachant que au-delà de la protéine globale, ce que je vous disais, c'est la concentration en acides aminés qui est un élément très important par rapport à ça, et donc le tournesol favorable à la méthode. Merci Jean-Loup. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être faire s'il y a des questions dans le chat, s'il y a des réactions, à la fois pour Félix sur le cadre réglementaire ou sur la traduction concrète que ça peut avoir chez un fabricant d'aliments, n'hésitez pas. Ce qui nous intéressait ici, c'est de voir comment cet impact réglementaire sur la filière animale pouvait avoir des impacts ou des opportunités pour les systèmes grande culture. On y reviendra après plus dans le détail sur l'activité et les approvisionnements de nos viandes en matières premières. L'idée, c'est de voir aussi quelles opportunités de diversification, pourquoi pas des systèmes chez nous, pour répondre à cet enjeu. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Après, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément besoin de se saisir de ces séquences pour envoyer vos questions. Fanny les prend au fil de l'eau. Ça nous aidera à structurer les séquences questions si vous faites part de vos questions au fil de l'eau. Alors, une question sur l'éventuelle indisponibilité, c'est-à-dire pourquoi pas encore de gluten de maïs en bio. Alors, c'est une vraie question. Effectivement, le plus simple serait de dire on remplace notre gluten de maïs conventionnel par les mêmes produits en bio. Aujourd'hui, ces produits, alors dans le choix des produits, c'est la concentration protéine, mais la problématique, c'est que aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de maïs bio pour en extraire un concentré protéique bio, d'un gluten de maïs. Et puis, le gluten de maïs, ce n'est qu'une partie, globalement, quand on travaille ce maïs, c'est qu'une partie du produit. Qu'est-ce qu'on fait du reste et des drèches qui vont être produites en parallèle? Donc, en fait, c'est une vraie réorganisation du marché. Il y a des réflexions. Il y a un début de production en Europe de l'Est, globalement, mais ce n'est pas arrivé encore en France, mais ça fait partie des pistes. Même chose pour le concentré protéique de pommes de terre. Mais tout ça, c'est un équilibre matière. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces méthodes ou ces process industriels en conventionnel, de temps en temps, sur certains process, on utilise des additifs pour extraire ces concentrés protéiques, qui sont forcément interdits en bio. Donc, en fait, ça remet en cause complètement les process existants, la rentabilité du modèle, puisqu'on ne sortirait peut-être pas un 60 de protéines, mais un 40 ou un 35. Donc, c'est vraiment une évolution considérable sur les produits. Une autre question sur pourquoi pas plus d'enthousiasme sur les insectes. Alors, les insectes, effectivement, c'est un sujet d'actualité, à la fois en bio et en conventionnel.
Dans la région, on va être muni, je ne sais pas s'il faut dire muni, en tout cas, on va avoir 2 grosses entreprises qui vont nous produire des dizaines de milliers de tonnes de protéines d'insectes et d'huile d'insectes. Aujourd'hui, tous les modèles sont construits sur du conventionnel et il y a un flou artistique aujourd'hui, enfin, ou un flou dans la réglementation, dans le sens où, globalement, la grande distribution et on nous demande au niveau des instances sanitaires nationales de produire des aliments 100% protéines végétales et minérales, et que l'insecte là-dedans, on ne sait pas trop où elle se situe. Donc, comment doit-on l'interpréter et comment doit-on l'utiliser? Ensuite, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la protéine d'insecte, pour avoir une protéine d'insecte ou une huile d'insecte, il faut que ces insectes soient nourris avec des substrats issus qui sont principalement des issus de céréales ou des produits humides issus de l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ces volumes issus d'agriculture biologique, hein, puisque les sons sont utilisés en alimentation animale et que les meuniers n'en produiraient pas suffisamment. Et puis, même si on se positionne sur du conventionnel, l'insecte peut avoir un certain intérêt sur l'aspect nutritionnel. Par contre, en termes de coûts, aujourd'hui, c'est des coûts prohibitifs qui sont très loin de l'intérêt ou de l'équilibre technique et économique qu'on peut mettre sur nos formules. Dernière question peut-être. Après, de toute façon, on refera un temps de questions à la fin de la séquence alimentation, autonomie alimentaire. Une dernière question sur 100% bio, parce qu'en fait, il y a peut-être même 2 sujets sur cette évolution réglementaire, mais c'est peut-être l'occasion de clarifier ça. Une question, pourquoi le passage finalement au 100% bio implique un changement de répartition des différentes sources de protéines dans l'alimentation animale. C'est-à-dire que le sujet, effectivement, c'est sur ces 5%, il y a un besoin de substitution, d'aller chercher les 5% manquants pour aller au 100% bio, mais du coup, indirectement, ça a un impact sur la répartition des sources de protéines, sur la formation des aliments. Je peux préciser en 2 mots, très rapidement, pourquoi finalement ça joue sur l'ensemble de la formation des aliments. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Notre enjeu, une formule, ça fait 100%. Et dans les 5% qu'on enlève, on enlève des produits très riches en protéines, très concentrés notamment en méthionine. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on aille chercher un nouvel équilibre pour ramener les points de protéines dont on a besoin et les acides aminés dont on a besoin. Donc, inévitablement, c'est un nouvel équilibre. Alors, c'est ce qu'on va voir par la suite. En fait, notre métier, c'est de trouver l'équilibre entre ce qui nous est produit et disponible en région et puis les attentes nutritionnelles, avec des objectifs de performance. On verra aussi juste après quel peut être l'impact, je dirais, sur les coûts de production. Du coup, je propose de reprendre le diaporama. Et du coup, la transition est toute faite sur quelle perspective pour Novial. On a du coup une évolution sur la formation des aliments, un marché d'alimentation animale en bio qui croît, des opportunités, des questions sur l'impact sur la formation des aliments, pose aussi des questions sur les sources de matières premières et la question des approvisionnements. Du coup, est-ce que tu peux dresser un petit panorama du marché et du coup, comment tu vois les évolutions en termes d'approvisionnement en matières premières? Alors, on va prendre 2-3 slides pour dresser un peu le marché tel qu'il est aujourd'hui. Donc, le marché de l'alimentation animale en France évolue depuis de nombreuses années. Problème technique. Voilà. Donc, vous avez ici l'évolution de la production d'aliments du bétail en France, globalement depuis 10 ans. Donc, on voit que c'est un marché en pleine croissance, hein, notamment sur notamment le développement de la production de volailles, puisque le marché qui était à 210 000 tonnes en 2011 est passé à 580 000 tonnes, donc presque, alors pas tout à fait multiplié par 3, mais en tout cas multiplié par 2,7 en 10 ans de temps. Ce qui fait une moyenne de plus de 21% globalement chaque année depuis le début. Si on voit ce qui se passe en région et globalement chez Novial, alors nous ne sommes pas les seuls producteurs, seuls fabricants d'aliments, mais je dirais la tendance est la même. Vous voyez qu'entre 2011, où on était à 5200 tonnes, et 2019, on est à 37 000 tonnes, on est sur une courbe à 40 000 tonnes cette année. Hein, on a une forte croissance à 2 chiffres maintenant depuis une dizaine d'années.
Ici, vous avez qu'est-ce qu'on utilise dans nos aliments d'une manière générale. L'ensemble des matières premières qui sont utilisées dans les aliments, on repart du niveau national. Donc, globalement, des céréales, hein, puisqu'on nourrit des pondeuses et des volailles et des porcs pour 80%, plus de 80% des volumes. Donc, ce sont des monogastriques. On utilise du blé, du maïs, de l'orge, d'autres céréales disponibles. Un petit peu de coproduits de céréales, donc ce sont des issues de meunerie, hein, principalement. Des déshydratés, de la pulpe et de la luzerne. Et ensuite, des tourteaux, de soja, de colza et de tournesol. Donc ça, c'est dans les grandes masses ce qui se passe au niveau national. On reviendra après de toute façon sur les appros spécifiques à Novial, et du coup, on pourra creuser un peu. Oui. Et ensuite, si on parle de l'origine des matières premières, aujourd'hui, au niveau national, donc sur 2019, on voit que 78% des matières premières sont françaises et que 22% des matières premières sont issues des pays tiers. Et si on regarde ce qu'il y a dans ces 22%, globalement, on s'aperçoit que c'est principalement des sources protéiques, hein, avec des graines triturées en France ou des tourteaux directement importés, principalement de pays d'Europe de l'Est ou d'Asie, sur des tourteaux de soja ou des tourteaux de tournesol. Alors maintenant, si on fait un focus sur Novial, pour vous montrer tout ce qu'on a utilisé cette année. Donc, on a utilisé du blé, donc du blé qui est soit du C2, soit des lots déclassés de meunerie, parce que principalement le blé, c'est issu de la meunerie, du triticale en céréales fourragères, du maïs, hein, qui est la première matière première, avec plus de 9000 tonnes, donc globalement 25% de nos besoins, des issues de céréales, de meunerie, voilà, de l'orge, de l'avoine un petit peu, le gluten de maïs dont je vous parlais tout à l'heure qui représente 1450 tonnes, donc ça c'est typiquement 1400, alors sur les 1450, peut-être qu'on utilisera encore 400 tonnes l'an prochain pour les jeunes animaux, mais en tout cas il y en a 1000 tonnes à remplacer par les matières premières régionales. Françaises, des févroles, de l'extruflax qui est un produit à base de luzerne, voilà, et puis du tourteau de soja, du tourteau de tournesol également, de l'huile, de la luzerne entière, et puis des minéraux. Alors les minéraux, 9%, hein, c'est un gros volume, parce qu'en fait, comme on fait beaucoup de pondeuses, dans un aliment pondeuse, on met 9% de carbonate, en gros, dans une formule, et 1% de phosphate. Donc, dans une formule, il y a 10% de minéral, ce qui fait qu'on utilise des gros volumes de minéraux. Je veux dire qu'on reste peut-être un peu sur cette diapo. Je ne sais pas s'il y a des questions ou réactions, soit Guy en tant que producteur ou Marie, enfin, notamment pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres. Enfin, de 1000 tonnes potentiellement à relocaliser. Ces 1000 tonnes de quoi? Est-ce que tu arriverais à traduire ça, puisqu'on est avec des acteurs producteurs plutôt grande culture, à traduire ça en éventuel besoin à court moyen terme, enfin de tournesol, c'est quoi un peu les équivalences de surface? Alors, c'est très difficile de faire des équivalences aujourd'hui, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes profils de produits. Plus largement, ce qui est clair, c'est que ces 1450 tonnes, c'était des produits conventionnels, donc en équivalence, c'est les 1000 tonnes, ça c'est si on parle sur du 100% dans les formules. Après, ça a forcément un impact sur l'ensemble de l'organisation de nos formules d'une manière générale. Donc, alors, si on veut passer sur les slides d'après, il y a une partie bio et une partie C2, parce que dans l'enjeu et l'évolution de la réglementation, il y a bien l'évolution du 100% bio, hein, d'une manière générale, donc c'est 5%, et puis en parallèle, il y a l'évolution des 30% de C2 qu'on avait le droit d'utiliser dans nos formules d'aliments, qui va passer à 25%. J'ai voulu vous mettre ici en 2 slides ce qu'on utilise en C2. La répartition des céréales, donc on utilise sur l'ensemble des céréales qu'on utilise, on a utilisé 8000 tonnes de C2, donc et on sait très bien que l'alimentation animale est la seule valorisation possible pour les produits en C2, que ce soit sur les céréales ou sur les protéagineux. Donc, une part importante de valorisation des C2 en céréales et idem sur les protéagineux, parce que 64%
des produits protéagineux aujourd'hui qu'on a utilisé, c'était du C2. Parce que globalement, tout ce qu'on utilise en C2, c'est du régional, c'est issu de céréales et protéagineux, puisqu'on n'a pas de C2 disponible sur la protéine, sur les minéraux encore moins. Donc, quelque part, ça permet d'accompagner les exploitants, les agriculteurs dans la conversion. Donc, l'impact de tout ça, d'une manière générale, c'est que, globalement, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir trouver un nouvel équilibre dans toutes ces matières premières. Aujourd'hui, on a des graines, on a des tourteaux, on n'aura plus les concentrés, donc il faut trouver l'équilibre qui nous permette d'affiner tout ça. Si je peux donner deux autres éléments en parallèle, si on fait des simulations au niveau national des besoins de tourteaux de tournesol dans les années qui viennent, on utilise aujourd'hui en gros 80 000 tonnes de tourteaux de tournesol par an en France. Et la prévision 2024, 2022 ou 2023, après la conversion et le changement de modèle, on sera autour de 180 000 tonnes. Donc, on va plus que multiplier par 2 les besoins de tourteaux de tournesol en France. Parallèlement, donc on va utiliser du tournesol pour remplacer ce gluten et on aura moins besoin de protéagineux. Parce que dans l'équilibre, indirectement, on l'a vu tout à l'heure dans les simulations de formules, les protéagineux vont sortir de notre formulation. Deuxième élément, quand les protéagineux sortent de la formulation, vous avez vu aussi que dans les protéagineux, on utilisait beaucoup de C2. Donc, l'intérêt de mettre des protéagineux en culture pour l'alimentation animale est très, très faible. Sachant que ce soit du pois protéagineux, fourragé ou de la févrole, aujourd'hui, en France, 90% de ces produits sont destinés à l'alimentation animale. On a tout un tas de matières premières où sur du soja, sur des concentrés protéiques de luzerne, sur des céréales, c'est principalement une valorisation, il y a une grosse part, une possibilité d'avoir une valorisation en nutrition humaine très forte. Sur les protéagineux aujourd'hui, c'est 90% distribués, destinés à l'alimentation animale. Donc, en fait, ça change. Il y a un impact considérable aujourd'hui par rapport à nos besoins en culture. Notre métier est, ou a été et restera de toute façon d'être en adéquation entre l'offre du marché matières premières et les besoins nutritionnels, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. L'enjeu pour nous, c'est quoi? C'est de trouver une autre organisation, de créer des partenariats avec des entreprises régionales, justement, pour avancer dans le domaine. Alors, 2-3 exemples de choses qui nous permettent d'avancer. Voilà. Ce qui est important, ce qu'il faut, c'est que les organismes stockeurs, quelle que soit l'évolution des cultures qui sont mises les cultures qui vont être implantées, aujourd'hui, on a beaucoup d'associations protéagineux et céréales. Donc, on connaît aussi tout l'intérêt que vous aviez en culture à mettre des protéagineux. Ce qui est super important, demain, on va aller sur de nouvelles matières premières. Hypothèse tournesol dans une partie des régions, du soja, pourquoi pas, hein, ou d'autres matières premières qui vont être utilisées ou essayées. Ce qu'il faut, c'est pouvoir récolter, trier les matières premières, parce que nous, on ne pourra bien les valoriser que si elles sont séparées, qu'elles sont propres, hein, et qu'elles sont sèches. Aujourd'hui, globalement, il faut qu'on rentre dans un métier de plus en plus professionnel, parce que même si on a réussi à faire des choses aujourd'hui, toutes ces évolutions réglementaires vont nous créer des coûts, ou en tout cas des surcoûts à la production. Donc, il va falloir être très professionnel. Donc, globalement, trier, sécher et stocker de manière professionnelle l'ensemble des matières premières. C'est primordial. Ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'on avance sur des partenariats régionaux. On a, nous, Novial, on travaille depuis quelques années avec une structure qui s'appelle Oriacoop, qui est basée limite Somme, Pas-de-Calais, où progressivement, on achète des lots de graines de tournesol en région ou hors région, qu'on fait triturer chez eux en partenariat, parce qu'eux, ils ont besoin d'huile et nous, on a besoin de tourteaux. Donc, dans le contrat qu'on a avec eux, tout ce qu'on leur trouve comme graines de tournesol, quelque part, on se met d'accord sur le prix d'achat, le niveau d'achat des graines en culture, le coût de la prestation de transformation et donc le coût en transparence du tourteau. Donc, notre intérêt, c'est de travailler en partenariat et de créer des filières avec des structures locales pour valoriser, enfin en tout cas trouver des tourteaux. Aujourd'hui, on était dans notre approche sur 30% de tourteaux de tournesol
Origine France, sachant que nos besoins en tournesol vont augmenter, il y a de la place pour produire de la graine en région. Donc ça, c'est pour les tourteaux, principalement tournesol. Alors, on peut faire aussi un petit peu de colza dans la même démarche, avec toute la difficulté de la culture. Et puis ensuite, on a un autre partenariat avec une entreprise qui est un petit peu plus loin, mais avec laquelle on travaille également. Donc là, on n'est pas sur une pression du produit, mais si on est sur un traitement, je dirais, d'extrusion, entre autres de graines de soja, qu'on va mélanger avec, pour le coup, des protéagineux, qui peut être de la févrole, du pois, ou pourquoi pas du lupin, pour amener, ou en tout cas, amener une meilleure valorisation nutritionnelle par les volailles, entre autres, à ces matières premières. Donc, nous, notre démarche, c'est de voir ce qui va pouvoir qui va pouvoir se produire en région, d'essayer de trouver des partenariats avec des acteurs en priorité locaux, d'apporter des transformations industrielles pour mieux valoriser ces produits. Alors, notre objectif, c'est d'adapter à la réglementation, et ça, de toute façon, on n'a pas le choix et on a toujours su le faire, donc il faut qu'on y aille. On sait très bien qu'en passant sur 100% bio, on va diversifier nos sources de matières premières, à la fois en nombre de matières premières, donc on est aussi sur une réflexion pour investir au niveau de notre usine, pour avoir une plus grande diversité de stockage. C'est l'occasion de développer des filières, des partenariats régionaux, de favoriser l'origine France. Aujourd'hui, on a un certain nombre de nos formules qui sont référencées origine France, et ça va tout à fait dans la pratique et dans les attentes, je dirais, de l'agriculture biologique. Et puis tout l'enjeu, si on se met un petit peu plus en recul, c'est de savoir si on fait, en termes de production sur nos formules, de l'isoperf ou de l'isocoup. Aujourd'hui, on peut formuler avec ce qui nous est disponible. Soit on dit, l'objectif, c'est d'avoir les mêmes performances techniques en élevage, mais on sait très bien qu'il y aura un surcoût de production, nos formules vont coûter plus cher. Ou alors, on dit, nos formules, ça sera isocoup, c'est-à-dire qu'on fait nos formules d'aliments, on les formule pour le même prix. Par contre, on sera sur des valeurs nutritionnelles plus faibles et donc potentiellement des performances en élevage moindres, dégradées. Donc, en tout cas, un potentiel de marge pour le producteur plus faible. Je dirais, quelle que soit l'approche que l'on a, isoperf ou isocoup, d'une manière générale, on va vers une augmentation du coût de production de l'œuf, de la viande, enfin du porc ou du poulet. Et justement, comment tu vois les choses peut-être en termes de quoi on a besoin pour réussir à ce que que ce soit isoperf ou isocoup finalement, que ces surcoûts liés à cette montée en gamme soient équitablement répartis, parce que du coup ça concerne des producteurs en culture qui sont peut-être autour de la table, des producteurs d'œufs, des conditionneurs, la distribution. Et du coup, comment tu vois, et du coup jusqu'au consommateur, donc on est bien sur un sujet qui est clairement un enjeu de filière, sur comment est-ce qu'on arriverait et comment on se projette pour faire répartir ce surcoût sur l'ensemble de la filière. Est-ce qu'il y a des espaces pour échanger là-dessus? Comment la grande distribution réagit à ces évolutions alimentaires? Est-ce que ces surcoûts sont intégrés, sont compris par ces acteurs-là? Alors aujourd'hui, l'évolution de la réglementation, c'est pas nouveau, puisque en fait, on est de dérogation en dérogation, avec ces 5% depuis presque 10 ans. Aujourd'hui, le coup près est tombé. Le coup près, ça devait être le 1er janvier 2021, et puis finalement, on n'a rien de plus. C'est pour dire quel est l'enjeu et la difficulté à faire muter, je dirais, cette dérogation, même si ce n'est que 5%. Tout le monde est conscient dans la profession, dans les instances techniques, etc., qu'il va y avoir un surcoût. Alors, deux façons de l'aborder, effectivement, soit isoperf, soit isocoup. Je dirais, par rapport à la distribution et par rapport au marché, on peut dire qu'on travaille isocoup en production, mais si on travaille isocoup en production, quelque part, c'est le producteur, l'éleveur qui va en subir les conséquences, parce que lui, il va acheter pour le même chiffre d'affaires d'aliments, par contre, il aura moins de produits au bout. Donc, indirectement, il va en subir les conséquences. L'objectif pour moi, c'est de communiquer et de faire valoir cette évolution de réglementation, puisque de toute façon, c'est du réglementaire, donc il faut le dire, le redire, le communiquer à tous les acteurs, y compris aux distributeurs, pour essayer de valoriser ce coût. Il en va de l'équilibre de la filière d'une manière générale, pour
pour que chaque maillon puisse s'y retrouver et puisse continuer à vivre de son métier. Avant de passer aux éventuelles questions sur le chat, est-ce que Marie ou Guy, vous avez des réactions à ce qu'on a entendu? Du coup, on a parlé de perspectives de nouvelles matières premières, potentiellement. Tournesol, j'ai vu Guy qui a réagi sur x2 en termes des besoins. Du coup, comment tu perçois ça en tant que producteur bio? Marie, en tant que conseillère, comment tu perçois ces changements? Comment on peut les traduire, ça veut dire, au niveau production végétale? Et puis, éventuellement, sur Isopère, enfin, cet enjeu filière qui est vraiment central avec cette démonstration sur l'aspect de production. Est-ce que vous avez des réactions? Moi, ma réaction en tant que producteur, elle est claire, c'est que la pression va se faire sur les matières premières qui rentrent dans les formulations, et on peut voir le prix du maïs ou le prix des triticales baisser par le fait d'être obligé de laisser une marge aux producteurs d'œufs. Donc, on risque d'avoir toute la production céréalière impactée par cette réglementation. Et il est clair que le tournesol est une plante qui peut rentrer très facilement dans les exploitations parce que c'est une plante qui demande peu d'azote. Et on va voir après sur les effluents, qui est aussi une réglementation qui est en train d'arriver, qui peut répondre à une culture avec peu d'azote dans la formulation. Donc, on voit qu'on a des opportunités et des craintes. Mais au final, il va falloir que tout le monde fasse des efforts pour y arriver. Et il est clair que la grande distribution, pour l'instant, n'est pas tellement dans l'objectif de faire des efforts. Elle est plutôt dans l'objectif de faire baisser tous les produits bio. Parce qu'elle veut de plus en plus en mettre dans son système, parce que c'est un gros mot que je vais dire, mais sur les produits bio, c'est là qu'elle marche le plus. Marie? Oui, peut-être, effectivement, on voit que c'est 5% de... Si 5% d'évolution réglementaire, en fait, ça impacte toute la filière céréalière. Et c'est vrai qu'on a pas mal de questions qui reviennent des producteurs en conversion ou qui imaginent une conversion en se disant nous, on a besoin d'équilibrer une rotation. Et à la place des protéagineux, qu'est-ce qu'on peut mettre pour rester dans un équilibre, diversifier les familles de cultures, etc. Donc, voilà, après, on peut imaginer des substituts, on peut imaginer le tournesol, on peut imaginer pois chiches, lentilles, éventuellement soja, bien qu'on en a parlé au dernier webinaire, on a vu que c'est possible dans nos régions, peut-être plus dans le sud de la grande région qu'ailleurs. Donc, ça reste quand même des possibilités limitées. Tout à l'heure, on parlait du lupin, qui est aussi une plante qui a un bon taux protéique, mais qui est assez dur à produire dans les sols calcaires. Donc voilà, il y a d'autres possibilités, mais qui ont aussi des fortes contraintes et sur lesquelles on n'a pas toutes les réponses. Par rapport aux protéagineux qu'on sait produire, le pois à la févrole, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver de nouveaux débouchés, notamment éventuellement en alimentation humaine. On parlait aussi de l'aquaculture. Est-ce que ça peut être une création de nouveaux débouchés pour ces protéines? Et autre question, c'est peut-être prendre le problème un peu à l'envers. Est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres souches animales qui peut-être sont moins exigeantes en protéines? Pour ça, la question Isopère, Isocouve, est-ce qu'on peut aussi jouer sur l'élevage pour davantage s'adapter à ce qu'on sera en capacité de fournir au niveau régional de matière première? Oui, ça rejoint aussi l'idée de est-ce qu'on est capable de produire un aliment 100% français demain? Parce qu'aujourd'hui, avec le soja, on n'en est pas capable. En fait, on sait faire du 100% français aujourd'hui, puisque notamment en lait, aujourd'hui, il y a une filière qui s'appelle Biolait, qui a été précurseur là-dedans depuis des années et qui nous demande du 100% français. Du soja français, il en existe. Du tournesol français, il en existe. Donc, il y a un petit peu de matière première en France. La seule chose, c'est que vous avez vu, globalement, dans les sources, dans les 25% de produits bio consommés en France dans l'alimentation animale, il y a 25% de produits bio destinés à l'alimentation animale qui sont importés. Sur ces importations, c'est des sources de protéines. Donc, aujourd'hui, plus on va aller vers des systèmes, alors je dirais le 100% bio, quelque part, nous encourage à développer les filières protéiques en France. Ça, c'est sûr, d'une manière générale.
ça va mettre du temps parce qu'effectivement, notre territoire, alors encore moins la grande région, mais je dirais le territoire français ne permet pas de produire en quantité ces plantes, soja et tournesol à grande échelle. Il y a des adaptations. Si on parle du soja, entre ce qui se passait il y a 10 ans, je dirais entre 2010 et 2015, et puis les évolutions climatiques entre 2016 et 2020, on voit que même dans nos régions, il y a de fortes évolutions. Donc, ils ne se mettaient pas du tout de soja. Aujourd'hui, dans certains cas, on peut y réfléchir et puis se dire pourquoi pas, mais sachant que ce sont des plantes exigeantes, à la fois en eau, en stress hydrique, d'une manière générale. Donc, il ne faut pas seulement du soleil pour le soja, mais il faut aussi beaucoup d'eau. Et puis, des moments de l'eau à des périodes critiques. Donc, voilà. Sur le tournesol, si on prend l'Oise, entre autres, c'est un département qui a toujours eu un petit peu de tournesol, l'Oise, le sud de l'Aisne, etc. Donc, aujourd'hui, il y a un intérêt à produire du tournesol. Notre métier, ou en tout cas, vous savez, dans l'organisation économique, s'il y a du business à faire, entre guillemets, ou en tout cas des filières à créer, il y a toujours des gens qui s'y intéressent. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient précurseurs. En Yacob, il y a des années qu'on travaille avec eux, on a fait beaucoup d'essais. Il y aura des investissements à faire pour triturer ou extruder globalement les graines pour mieux les valoriser et répondre aux attentes du marché, ça c'est certain. Les gens, enfin les structures, les entreprises vont y aller progressivement. Alors, est-ce que c'est massif et rapide? C'est quoi le massif et rapide à l'échelle de la bio? On sait rien. On sait que dans la bio, il faut du temps d'une manière générale et que pour l'adaptation, il faut du temps. Et ce qui est clair, c'est qu'on va y aller. Et aujourd'hui, 2022, c'est une première étape. Ce qu'on fait, globalement, on va s'occuper de la pondeuse. En 2026, il y aura les jeunes animaux. On sera encore sur une nouvelle problématique avec des besoins supplémentaires. Donc, tout ça, ça va demander du temps. Mais vu les volumes que ça représente aujourd'hui, le marché de l'alimentation animale, si c'était 100 000 tonnes d'aliments répartis à travers la France, je pense qu'il y a peu d'acteurs qui s'y intéresseraient. Aujourd'hui, on est sur un marché à 600 000, peut-être, et 700 ou 800 000 tonnes demain. Ça intéresse un certain nombre d'acteurs. Et en tout cas, ça nous permet de mettre des moyens les uns les autres pour justement trouver la valorisation des différents produits. Merci. Est-ce qu'il y a encore une réaction, une question? Sinon, on peut clore cette première partie. Si ça ne touche personne, on peut s'arrêter là-dessus. Moi, je retiens peut-être plusieurs choses quand même, mais ça peut nourrir aussi les actions de développement qu'on mène dans le cadre du plan bio avec les partenaires financiers et partenaires associés comme Bio et la chaîne d'agriculture. On est bien sur quelque chose qui est entre ces évolutions alimentaires et donc filières. Comment on fait évoluer les instruments? Donc, c'est des choses qui sont intimement liées. Je retiens du coup, finalement, cette évolution alimentaire qui donne certaines opportunités pour diversifier encore des assommants. On a cité le soja, tournesol. Des questions peut-être plutôt exploratoires sur comment on peut trouver des nouveaux débouchés pour citer le poids février marine. Et je reviens du coup quand même sur le fait que, a priori, un des facteurs de réussite de cette histoire-là, ce sera d'embarquer la GMS, en tout cas la distribution, dans cette aventure, qui permet d'appeler aventure, pour faire en sorte que cette montée en gamme, parce que c'est une vraie montée en gamme, une montée en qualité de la filière bio, du coup qui répond à des enjeux long terme en termes d'attente sociétale, etc. Comment on fait pour que l'ensemble des acteurs soient embarqués là-dedans, du producteur de cerfs protéagineux jusqu'au producteur d'œufs, en passant par les formateurs, et donc surtout jusqu'à la distribution. C'est un enjeu fort, je pense, des prochaines années, que collectivement, la responsabilité soit partagée. Ok, ben je vous propose de passer au deuxième temps sur ce webinaire sur les effluents industriels. Donc, on aura globalement le même séquençage. On propose à Félix Lepers, donc, de la FNAC, d'intervenir pour introduire le sujet. L'idée, c'était un peu la feuille de route la commande qu'on lui a faite, c'est d'essayer de vulgariser, faire un peu de pédagogie sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette évolution sur l'usage des effluents industriels. On aura un temps de réflexion, discussion sur comment en région on perçoit cette évolution-là, différents acteurs. Donc on aura l'occasion, peut-être certains d'entre vous, soit via le chat, soit via la vidéo, prennent la parole pour voir comment vous anticipez cette évolution. Et puis après, on verra comment, sur les fermes, comment à la filière, donc une proposition de deux exemples, comment à l'échelle des fermes ou des filières, on s'adapte à cette évolution.
Félix, je te laisse la main. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Du coup, je reviens un peu sur l'historique de ce dossier, donc qui est un peu plus compliqué effectivement que le précédent sur le plan réglementaire. Le précédent dossier, c'est une évolution réglementaire. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est une dérogation qui saute. Voilà, ça, c'est pas très compliqué sur le fond. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, cette règle qui interdit l'utilisation d'effluents conventionnels dits industriels, elle existait en fait déjà dans l'ancien cahier des charges. Globalement, il faut avoir bien en tête, en bio, on a le droit d'utiliser des effluents non bio, ou des fertilisants composés d'effluents non bio, mais il y a bien une distinction qui est faite et auparavant, c'était interdit d'utiliser des effluents dits hors sol. Donc ça, c'est en 2009 qu'il y a eu ce changement de terme dans la réglementation. On disait, OK pour utiliser des effluents non bio, mais il ne faut pas que ça soit issu d'un élevage hors sol. Il y avait une définition de cet élevage hors sol qui était appliquée par les organismes certificateurs. À partir de 2009, les organismes certificateurs se sont retrouvés un petit peu dans le flou, puisqu'ils se sont retrouvés avec un terme industriel qui n'était pas défini. Donc, quand le terme n'est pas défini, et en général, en réglementation, quand la règle n'est pas claire, il revient aux États membres en fait, de clarifier cette règle quand elle est floue. Et en l'occurrence, en France, c'est le Comité national d'agriculture biologique, qui est animé par l'INAO, qui a en charge cette clarification. Donc, au courant de l'année 2018, effectivement, un groupe de travail s'est rassemblé avec des organisations professionnelles de la bio, disons, représentatives, donc FNAB, APCA, COP de France, etc. Également des membres de Laval qui ont pu s'exprimer sur le sujet. Et en juillet 2019, sans revenir sur tous les allers-retours qu'il y a pu y avoir sur cette règle qui a été difficile à mettre disons, à écrire plutôt, en juillet 2019, il a été voté au Comité national d'agriculture biologique, donc ça, on procède par vote, la mise en place d'une règle au 1er janvier 2021. Depuis maintenant, depuis un mois, cette règle est en vigueur. Donc, de quoi s'agit-il? Quand je dis cette règle, c'est quoi? Donc, au 1er janvier 2021, sont exclus d'une utilisation sur des terres biologiques les effluents issus d'élevage en système caillebotis ou grille intégrale dépassant 3000 emplacements pour ports de production et 900 emplacements pour truies, et les effluents issus d'élevage en cage dépassant 60 000 emplacements pour les poules. Donc ces seuils, ils ne sont pas sortis du chapeau, en fait, ils sont issus de la réglementation ICPE qui définit ce qu'on appelle un élevage intensif. C'est cette réglementation qui détermine ce qu'on appelle les installations classées. Donc les élevages en question sont répertoriés par les préfectures, donc ils sont faciles à identifier. Donc cette règle, elle s'applique aux effluents d'élevage et aux produits fertilisants qui contiennent des effluents d'élevage. Ça, c'est pour bien donner le périmètre de la règle que je fais cette explication. Donc sont concernés les fumiers, les lisiers, les engrais en bouchon, les digestats, les composts, je rajoute évidemment les fientes, et ne sont pas concernés les sous-produits animaux de type plumes et farine de sang. Donc, on pourrait d'ailleurs considérer que c'est un peu contradictoire et étonnant, mais c'est écrit comme ça dans le règlement. C'est bien sur les effluents d'élevage que s'applique cette restriction quant au caractère industriel de la provenance. Donc, les produits mélangés type compost, digestat, bouchon, contenant une part d'effluents industriels sont pour leur entièreté interdits en bio. C'est une question qui a été soulevée et qui a posé pas mal d'enjeux, puisqu'on a des cas de digestat de méthaniseurs qui contiennent une partie d'effluents d'élevage issus d'élevage de cochons, notamment, qui dépassaient les seuils que j'ai précédemment mentionnés et qui, dès lors, étaient entièrement non utilisables en bio, ce qui pouvait poser problème, du coup, pour certains agriculteurs qui étaient engagés dans le méthaniseur. Et en l'occurrence, il n'y a pas de possibilité effectivement d'utiliser un produit qui est mélangé. Donc, le produit mélangé est interdit. Et important aussi à noter pour votre région, notamment, c'est que cette règle s'applique aux importations. Donc, en l'occurrence, les fraudes donc Bercy est fondé à contrôler cette règle et à vérifier que les importations respectent cette règle. Un point peut-être sur le délai d'application, c'est aussi très important. Au premier constat, les organismes certificateurs, du coup, vont appliquer des avertissements. C'est souvent ce qui est fait pour tout ce qui est évolution réglementaire fortement impactante sur les fermes et donc impliquant des changements de pratiques
important. Donc, ça permettra à tous les producteurs concernés, a priori, d'être au courant, puisque tout le monde, a priori, aura son contrôle annuel en 2021, ce qui permettra du coup de faire de la pédagogie sur la règle. Il y a également quelque chose à dire des stocks produits avant 2021, donc tout ce qui est effectivement bouchons, etc., qui ont été réalisés avant 2021 ou granulés, etc. Les délais de commercialisation de ces produits vont être les suivants. On aura 1 an pour commercialiser, si donc on est fabricant, pour ce genre de produits, ces stocks produits avant 2021, et 1 an supplémentaire pour pouvoir les utiliser, tout ce qui aura été acheté. On parle bien des stocks, hein, donc ça ne fait pas forcément des volumes énormes. D'ailleurs, c'est une information qu'on a eu du mal à savoir, quel était l'état des stocks. Mais néanmoins, c'est aussi une règle, disons, qui rend l'évolution juridiquement pas trop attaquable pour ceux qui ne seraient pas forcément d'accord avec cette évolution réglementaire, puisqu'elle donne du temps aux opérateurs pour écouler leur stock. Je pense que c'est une règle un peu de gestion, en fait. Si on peut aller à la suite. Un point aussi important, c'est qu'on est certes sur une interprétation française, mais dans un contexte européen où la plupart des pays européens ont bien une définition d'effluent d'élevage industriel qui va souvent plus loin que celle que nous avons. Je ne vais pas forcément rentrer dans un niveau de détail trop élevé, mais par exemple, si on prend la Wallonie, sont autorisés les effluents d'élevage qui proviennent d'animaux en plein air, les effluents d'élevage de porcs et volailles correspondant au cahier des charges de qualité reconnu par, donc ça c'est une sorte de label rouge, les effluents d'élevage bovins, sauf ceux provenant d'établissements d'engraissement. Donc voilà, ça c'est une règle qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre, mais qui néanmoins existe. Les interprétations ensuite allemandes, espagnoles et italiennes sont sensiblement les mêmes. Il y a une limite en termes d'UGB par hectare pour les Allemands. Les ports, il faut qu'ils aient les conditions d'hébergement du RCE 889-2008 et l'article 11 donc, du RCE 889-2008, comme vous le savez tous, ce RCE 889-2008, c'est le règlement bio. Donc, autrement dit, il faut que les conditions d'hébergement pour les porcs soient les mêmes que le règlement bio. Et pour les volailles, c'est pareil. Du coup, article 12, les conditions pour les volailles du règlement bio. Alors, du coup, là, je vois le commentaire en même temps que la présentation. Du coup, je répondrai à cette question après, mais je ne peux pas lire, du coup. En temps, de toute façon, pour les questions-réactions. Oui, t'inquiète. Et du coup, les Espagnols et les Italiens, eux, ils se sont accordés ensemble pour faire une définition unique. Et en l'occurrence, est considéré comme industriel un élevage répondant à au moins une des deux conditions suivantes: animaux détenus en l'absence de lumière naturelle ou dans des conditions d'éclairage artificiellement contrôlées, ou animaux hébergés en permanence sur des caillebotis ou dans des cages. Donc on est sur une interdiction généralisée de tout ce qui vient d'une cage ou du caillebotis intégral. Donc, ce que je propose du coup, c'est juste pour bien comprendre par rapport à nos auditeurs. Là, c'est un premier temps, et on reviendra sur ça de toute façon, qui pose un peu le cadre de la règle. Et comme ça, s'il y a des questions de compréhension, parce que souvent sur le terrain, les conseillers sont questionnés, et donc on pourra revenir sur cette règle, il y a encore besoin de clarifier. Et après, la deuxième séquence là qu'on propose avec toi, Félix, puis Marie en complément, c'est d'essayer de voir quel impact finalement aurait cette évolution. Et du coup, je te propose de voir un peu l'analyse que tu en fais au niveau national. Marie complétera, j'y reviendrai juste après. Et après, on prendra un temps pour les questions-réponses. Très bien. Du coup, nous, au niveau national, alors, d'une part, comme je le précisais auparavant, en fait, au-delà des impacts qui sont non négligeables, effectivement, il était nécessaire de se doter d'une règle, puisqu'on était en retard au niveau européen. Et si, en fait, on ne le faisait pas nous-mêmes, on allait se le faire imposer, et pas forcément avec une règle qui serait calibrée pour la production française. Donc, on a évité de reporter le problème. Globalement, cette règle, elle va avoir un fort impact sur la disponibilité en fientes de poule. Je parle des volumes commercialisés. Les fabricants de fertilisants considèrent qu'à peu près 80 à 90% des fientes de poule jusqu'ici utilisables en bio sont désormais non utilisables en bio. Ça s'explique notamment parce que la taille moyenne d'un élevage de poules en cage en France, c'est 100 000 poules. Donc, avec un seuil à 60 000 individus, effectivement, on est évidemment bien en deçà des réalités. Et donc, ça veut dire que la plupart des élevages de poules pondeuses en cage sont des élevages industriels.
Peu d'impact en revanche sur la disponibilité en lisier de cochon parce que les seuils sont, eux, pour le coup, assez élevés par rapport à la réalité de terrain. Néanmoins, disponibilité, du coup, c'est bien, disons, réglementairement disponible. Néanmoins, le lisier est moins déplaçable. Il y a assez peu de lisier déshydraté. Donc, on est sur un produit disponible, mais pas forcément très commercialisé. Donc, on a également fait une consultation en 2019 avec 550 répondants sur ce sujet-là et qui montrait que globalement, les fientes étaient largement utilisées en grande culture. Et à moindre échelle en maraîchage, globalement, la moitié des personnes qui répondaient qu'ils étaient qui disaient être concernés par cette évolution réglementaire considéraient qu'ils auraient beaucoup de mal à s'en passer. Et donc, on est bien face à un challenge qui est technique, notamment pour les nouveaux convertis, puisqu'on voyait que dans le profil des répondants, ceux qui s'étaient convertis dans les 5 dernières années étaient plus inquiets de cette évolution réglementaire que ceux qui étaient convertis depuis un bout de temps et qui avaient certainement trouvé aussi un rythme de croisière en bio qui leur permettait d'envisager cette évolution avec plus de sérénité. Voilà. Merci. C'était l'analyse nationale. Merci Félix. Et du coup, en complément, donc, Marie il y a peu de choses formalisées. Du coup, Marie a questionné des coopératives de fournisseurs d'engrais pour essayer de voir, et puis les producteurs, on verra après Guy aussi comment toi, en tant que producteur, tu perçois cette évolution, est-ce que tu sens des impacts? On vous laissera ensuite la parole via le chat évidemment, pour essayer de faire une petite analyse rapide sur comment on perçoit. On est sur du quali, on essaie de quantifier ça, mais on est vraiment sur du quali, du ressenti. Comment, Marie, tu ressens les choses suite au petit tour de réunion que tu as réalisé? Alors, j'ai sondé effectivement quelques coopératives, ce n'est pas exhaustif de toutes les coopératives qui existent en région, et quelques fournisseurs de fertilisants. L'idée, c'était d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce qui nous attend suite à cette évolution réglementaire, parce que voilà, nous, de notre côté, côté producteur, on avait du mal à avoir des chiffres, avoir une vision précise de combien ça allait nous impacter. Donc, au niveau des coopératives, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. On navigue un petit peu à vue. Ce qui est sûr, c'est que le marché de la fiente était déjà tendu, même avant cette perspective d'évolution réglementaire. Et elle continue de se tendre avec l'évolution des conversions et l'arrivée sur le marché des fertilisants, de cette demande de plus en plus importante. Pour donner un exemple, il y avait une COP qui me disait qu'en 3 ans, les fientes ont pris 10 €. Donc voilà, c'est une des matières premières dont le prix a le plus augmenté ces derniers 6 mois, par exemple. Donc il va y avoir, ce qui se dit au niveau des COP et producteurs, c'est que sur le volume, on ne sait pas. En tout cas, sur les prix, ça risque forcément d'avoir un impact. Après, au niveau des fournisseurs de fertilisants, donc j'en ai contacté quelques-uns et j'ai pu être en lien aussi avec le syndicat des fertilisants organiques qui est AFAIA, qui m'a communiqué un petit peu leur position, et c'est ce dont parlait Félix tout à l'heure. Donc eux, ils représentent une partie des fournisseurs de fertilisants et ils ont fait une enquête en 2017-2018, donc avant de savoir exactement ces seuils de 60 000 moules et 3 000 emplacements de porc. Ils ont fait une enquête en se projetant sur 0 poule en cage et 0 caillebotis pour voir un petit peu quel volume ça impacterait. Et effectivement, ils en sont arrivés à une estimation de 85% de volume en moins sur les fientes. Donc, pour donner quelques chiffres, on passerait de 128 000 tonnes de fientes qui aujourd'hui étaient disponibles, utilisables en agriculture biologique, à 19 000 tonnes. Alors, il faut relativiser un petit peu ces chiffres dans le sens où ces seuils de 60 000 n'étaient pas pris en compte, mais je ne suis pas sûre, et non plus, que ça change grand-chose en termes de disponibilité, puisque, comme on l'a dit, en fait, la plupart des élevages qui fournissent les fientes sont des gros élevages de plus de 100 000 poules, puisque en dessous, les élevages ont la capacité d'épandre ces fientes sur leur terre et ne sont pas forcément assez gros, assez structurés pour investir dans des séchoirs pour les fientes. Donc, en fait,
la plupart des fientes qui sont sur le marché accessibles pour les producteurs bio viennent d'élevages de plus de 100 000 poules. Donc, en fait, certains vont quand même parler de cataclysme, de séisme, c'est-à-dire cette évolution réglementaire, ça va grandement impacter. Donc, non seulement ça risque d'impacter les produits qui sont concernés par l'évolution réglementaire, mais aussi les autres, puisque le scénario, ça va être donc de trouver des produits de substitution qui peuvent apporter donc de l'azote, mais aussi du phosphore et de la potasse, puisque les fientes et les lisiers ont un impact sur ces trois éléments. On parle beaucoup d'azote, mais aussi l'azote, le phosphore et la potasse. Donc trouver des produits de substitution qui risquent donc eux aussi d'augmenter. Ils m'ont parlé par exemple du fumier de poulette, qui peut être un entre-deux entre le compost de fiente et la fiente. On a parlé d'azopril, donc ça pose la question du devenir de l'azopril. Voilà, d'autres de la vinasse, etc. Donc, même des produits qui aujourd'hui ne sont pas concernés par la réglementation, demain seront plus demandés et donc risquent aussi d'être impactés par cette augmentation de prix. Donc, c'est en fait tout le marché de la fertilisation qui risque d'être impacté. Avec peut-être une petite source d'espoir aussi, c'est que aujourd'hui, ces gros élevages qui sont principalement en cage, le marché de l'œuf évolue également et donc la demande des GMS et des consommateurs va aussi vers de l'œuf qui n'est pas produit par des poules en cage et donc ces élevages pourraient aussi évoluer vers des volières. C'est notamment le cas de Matine qui s'engage à arrêter l'œuf de cage d'ici 2025. Donc potentiellement une source de fertilisant qui pourrait être de nouveau réutilisable en agriculture bio selon cette réglementation-là. Jean-Loup, du coup, tu voulais réagir plus sur l'aspect importation? Oui, parce qu'en fait, les aspects, globalement, les volumes, quand on parle de poules en cage, aujourd'hui, la réglementation, elle est européenne. Et dans la région, notamment, il n'y a pas une grosse production de poules en cage. Quand on parle de poules en cage, c'est principalement des fientes d'importation, d'une manière générale. Et pour répondre à une question en même temps, la réglementation aujourd'hui, elle est européenne. Donc, les poules bio françaises ou les poules bio des pays du Nord sont élevées suivant les mêmes règles. Donc, il n'y a pas de risque par rapport à ça. On peut parler, alors, aux États-Unis, il y a de la poule bio en cage, mais pas en Europe. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de doute ou d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Et comme le disait Marie, la production de poules pondeuses en France évolue. La cage disparaîtra quasiment à 100% d'ici 2025. Donc, il y aura davantage de production de fientes issues de modèles alternatifs, plein air, bio, qui pourront être épandus sur les terres bio. Ce que je vous propose, peut-être Félix, pour conclure cette séquence, en fait, on a conçu cette deuxième partie en deux séquences. Une première qui permet de poser le cadre sur la réglementation, ce que ça veut dire, et du coup, quelle substitution possible à court terme. Après, ce qu'on a voulu dans le débat, ce sera la deuxième partie à la fin de notre webinaire, c'est de poser des questions plus globales qui touchent au système et comment, globalement, à l'échelle des systèmes, on peut s'adapter. On propose des réponses plutôt sur la substitution de produits dans un premier temps, pour après questionner, ça veut dire quoi demain pour les systèmes agricoles et comment on peut les amener vers encore plus de résilience. Et ce sera les témoignages juste après. Du coup, peut-être, Félix, pour terminer cette séquence, à court terme, du coup, tu identifies encore d'autres leviers utilisables en bio pour la fertilisation. Si tu peux peut-être revenir là-dessus, les citer, et puis après, je proposerai à mes collègues de réagir. Alors, je ne vois plus la présentation, mais comme j'ai une mémoire d'éléphant, je pourrais peut-être les trouver directement. Mais globalement, on a effectivement, en fait, déjà, si on prend la question des effluents, il reste tout de même des effluents utilisables parce que là, globalement, on se prive des fientes de poules conventionnelles. Alors, il reste les fumiers de poules, disons, élevées au sol.
Il reste les fumiers, il reste pardon, les composts d'excréments type lisier, etc. Les mélanges de déchets mélangés, les composts de déchets verts, le guano qui peut aussi être importé en l'occurrence. Tout ce qui est digestat de biogaz issu de la récupération des déchetteries à la source, les sous-produits animaux, etc. Et puis, là, je parle que de produits d'intrants. Mais on peut aussi réfléchir à remettre en place un atelier d'élevage sur la ferme. On peut aussi réfléchir du coup à l'impact et la vertu de la rotation, qui est dans les grands principes de l'agriculture biologique. Mais ça, pour le coup, j'anticipe peut-être un peu sur les propos d'autres intervenants. On y reviendra après, sans souci. Peut-être Guy, après on fera les questions dans le chat, il y en a quelques-unes déjà qui ont été relevées. Peut-être Guy, en tant que, en tant que producteur, du coup, sans parler des aspects au moyen long terme, on y reviendra sur l'aspect vraiment du système. Guy, Marie, est-ce que des compléments, des réactions par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que, en tant que producteur, comment tu perçois ça? Soit sur les tensions de disponibilité, etc. Sur les tensions de l'année passée, on voit tout à fait, je dirais, arriver beaucoup de chantes de Belgique avec le point d'interrogation d'une vraie certification ou pas, parce qu'en fin de compte, la responsabilité reste au niveau du producteur. C'est comment contrôler le certificat qui nous est émis en Belgique. Est-ce qu'il a une vraie valeur? Est-ce qu'il n'a pas de vraie valeur? Est-ce qu'ils ont mélangé les choses ou pas? En tant que producteur, on est incapable de suivre la chose et ça fait très peur. Ok. Ouais, je voulais juste revenir un peu sur l'enjeu parce que Félix disait qu'effectivement, on pouvait utiliser d'autres sources de fertilisants. L'enjeu un petit peu de travailler à la résilience des fermes et d'adapter les systèmes, ça va être aussi fertiliser en grande culture, certes, mais la marge n'est pas extensible non plus, donc on ne va pas pouvoir se permettre d'apporter des fertilisants qui sont trop chers de manière à pouvoir garder cette marge. Et donc, il va falloir aussi trouver, d'où cet enjeu de résilience qui est hyper important sur la ferme, d'adaptation du système, et trouver d'autres solutions que forcément la substitution par un autre engrais azoté. On reviendra et on commentera peut-être cette petite liste qui nous permettra d'introduire sur la dernière partie. Alors, il y a des questions dans le chat. Alors, je vais évidemment pas savoir y répondre. Je ne sais pas si des personnes peuvent y répondre. Une première assez précise, un cas concret, j'imagine. Un producteur de 7000 poules sur Skybooty 100%, pas de SAU, son SAU, voilà. Du coup, une question sur sans SAU, fiente interdite, j'essaie de vulgariser. Non, mais je l'ai vu la question, je peux, si tu veux, y répondre. Hein. Parfait. Et là, comme... c'est vous qui croire que faire. Voilà, j'ai un peu l'habitude de ces questions, donc je vais sans trop de difficulté à la fois y répondre et peut-être l'expliciter pour tout le monde. Donc globalement, effectivement, la règle, elle n'est pas forcément très simple, tout le monde ne l'a pas compris facilement. Auparavant, en fait, il était demandé, la règle minimale qui était appliquée par la plupart des organismes certificateurs, c'était de dire, est-ce qu'il y a un lien au sol dans votre élevage donc conventionnel de poules en cage ou autre. Et pour vérifier le lien au sol, il fallait qu'il y ait une surface sur laquelle on puisse épandre des effluents. Alors, ce n'était pas forcément que c'était la surface où on épandait les effluents, il ne fallait pas forcément que ce soit une surface suffisante pour épandre les effluents de l'atelier d'élevage, mais s'il y avait une surface, et ça pouvait du coup être 1 hectare, 2 hectares, et ben on disait c'est bon, top là, on n'est plus un élevage industriel. Cette règle-là, du coup, sur le fond, elle était intelligente, mais disons que concrètement, elle laissait place à des dérives, puisqu'il n'y avait pas de seuil, ou en tout cas de relation demandée entre l'atelier d'élevage et ses surfaces. Donc, aujourd'hui, la règle, c'est seulement est-ce que cet élevage, il a les animaux en cage ou sur caillebotis, et est-ce qu'il dépasse les seuils. Donc, pour répondre à votre question, un agriculteur possède un poulailler conventionnel avec 7000 poules, 100% caillebotis, donc c'est des poules élevées au sol, pas de SAU attenante, etc. Et ben, la réponse, c'est oui, aujourd'hui, cet élevage peut fournir un effluent utilisable en bio.
puisqu'il ne dépasse pas les seuils et que ce n'est pas un élevage en cage. Et encore une fois, si c'est un élevage en cage, mais qu'il ne dépasse pas les seuils, il est également utilisable en bio, son effluent. Il y avait une question au-dessus aussi. Simon, je crois que quid des viandes déshydratées de poules certifiées bio venant de Belgique? C'est ça. Du coup, sur les aspects importation, Jean-Louis a peut-être un peu fait allusion. Je ne sais pas s'il y a un complément à ajouter sur cette question. Effectivement, ça ressemble toujours. Une fiente ressemble à une fiente. La qualité n'est pas changée à partir du moment où on passe à 60 000 plus un individu. Et quand on passe à 59 999 individus, c'est toujours de la fiente. Ce n'est pas d'une nature très différente. Donc, c'est des choix arbitraires. Et quand elle est bio, c'est toujours de la fiente également. Alors peut-être qu'on peut y voir des différences parce qu'on la récolte peut-être pas toute la fait dans le même état. Mais ça, en fait, c'est une question de contrôle. Le seul moyen de vérifier et d'attester de la conformité d'un produit d'importation, en l'occurrence s'il vient de Belgique ou des Pays-Bas, c'est de demander, s'il y a un doute, de demander donc aux fraudes de procéder à une vérification. En l'occurrence, les fraudes n'ont pas les mêmes moyens que les organismes certificateurs, donc du coup, ça va potentiellement prendre un peu plus de temps et du coup, ça va être peut-être un peu plus laborieux. Néanmoins, les fraudes ont le pouvoir de demander à leurs homologues d'un autre pays de l'Union européenne de procéder à une vérification sur place de la provenance du produit en question. Donc, il y a des moyens de contrôle, ils ne sont pas forcément excellents et de manière générale, on a de quoi se méfier de tout ce qui vient de l'importation à ce titre. Et donc, c'est là où c'est intéressant effectivement de développer le Made in France, c'est aussi qu'on gagne en sûreté de la filière. Mais voilà, effectivement, il y a quand même des moyens de contrôler. Ok, merci. Une autre question, autant que tu as la parole. Sur les effluents de bovins, je pense que tu as accès aussi aux questions. Donc, oui. On prend la notion de lien au sol. Pas de seuil sur les effluents bovins. Malheureusement, du coup, en fait, les seules espèces à ce jour concernées sont les poules pondeuses et les cochons. Donc, on peut s'en attrister. Il faut avoir en tête que, alors là, je rentre aussi un petit peu dans les jeux d'acteurs qui ont été nécessaires à la devenue, disons, de cette règle. Ça a été une règle qui a été accouchée dans la douleur. Aujourd'hui, la FAIA, qui a été mentionnée, a une action en justice contre cette nouvelle évolution réglementaire. Voilà, c'est pas du tout évident aujourd'hui d'obtenir l'interdiction d'utilisation de fientes de poule en cage. Donc, en fait, dans une logique comme ça où il y a des acteurs qui n'ont pas forcément envie d'aller dans la même direction, en réalité, on crante des acquis en vue d'aller plus loin plus tard. Et effectivement, il peut y avoir des choses perdues, mais nous, on considère effectivement niveau FNAB, et là, c'est plus un producteur et un représentant du réseau qui devrait vous le dire, mais qu'on a une vraie avancée parce que l'utilisation de fientes de poule en cage, pour nous, c'était symboliquement un vrai problème et à long terme aussi un problème de cohérence du système bio parce que la fertilisation, c'est un peu le pilier de la production bio. Il y a une question sur Azopril. Du coup, ça fera lien avec la deuxième séquence. Donc, je propose, s'il y a encore peut-être une question un peu opérationnelle, puis Azopril, et puis on voit quelque chose d'un peu plus politique, qui fera l'introduction avec la prochaine séquence. Il y a une question sur la Vinasse. Oui. Du coup, sur les deux, Azopril et Vinasse. Azopril après, peut-être pour terminer par ça. Ouais. Je te laisse me dire. Du coup, alors Vinasse en premier. Est-ce que la vinasse de betterave peut subir une évolution de classement? Non, la vinasse de betterave, c'est pas un élevage. La betterave, c'est production. Donc non, c'est bien inscrit dans les produits utilisables en bio. Donc moi, je ne vois pas à court terme, au court moyen terme d'évolution à ce niveau-là. C'est pas en tout cas dans les cartons au niveau national. Ok. Merci. Ensuite, du coup, peut-être s'il n'y a plus de questions ou réactions, n'hésitez pas à revenir à nous parce que le petit diagnostic qu'on a fait, il faut le confronter, le structurer. Et finalement, c'est plutôt une combinaison de témoignages qui nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de la situation. Et du coup, par rapport à la Azopril, et ça me permettra d'introduire cette séquence, me permettrait de sortir de mon rôle d'animateur peut-être à un moment donné par rapport à Bio en France, puisqu'on a la déclinaison
régionale de la FNAP. Félix, du coup, une question. Quelle est la position de la FNAP par rapport à Azoprid, donc qui est un apport hors UE, asiatique? Voilà, est-ce que tu peux réagir et répondre, même si tu en tant que salarié, évidemment. En tant que salarié, donc je vais me faire le porte-voix des producteurs qui ont été consultés sur ce sujet. Donc là, la question, c'est la position de la FNAP sur l'Azoprid, c'est ça? Oui, considérant, dans le chat, considérant que c'était pas cohérent, enfin, un manque d'incohérence, notamment. Oui, tout à fait. En fait, nous, ça fait quelques mois, semaines que le sujet est maintenant sur la table. Il l'est d'autant plus maintenant au niveau INAO. On a donc un tour de table qui est assez inquiet au niveau national sur ce produit. Alors, sur le fond, sur le caractère, disons sur les principes du côté FNAB, il est évident que pour nous, ça n'est pas cohérent d'aller trouver ces sources d'azote en Chine, puisqu'il n'y a pas du tout de notion de cycle et que du coup, on ne restitue pas ce qu'on a pris et qu'on est très clairement dans une logique d'intrant pur. Donc ça, ce n'est pas cohérent ni avec les principes de la bio, ni avec les principes de la FNAB. Donc, du coup, une question générale doit se poser quant à la fourniture et la distance qui sépare l'endroit d'où est produit de l'endroit d'usage. Donc ça, c'est un premier point. Et sur l'Azoprid en particulier, là, je vais avoir une réponse plus politique, j'ai envie de dire encore. Disons, on avance prudemment, puisque en fait aujourd'hui les acteurs globalement qui nous ont alertés sur le sujet sont des acteurs qui sont donc la FAIA, l'UNIFA, c'est-à-dire les producteurs fertilisants, qui pour une bonne part étaient contre l'évolution réglementaire sur l'utilisation de fientes de poules en cage et qui, pour une bonne part, on n'est pas dans un monde de bisounours, sont les concurrents directs des distributeurs de l'Azoprid. Donc, on manquait, disons, d'une certaine diversité de points de vue pour juger de la situation. On va l'avoir, cette diversité de points de vue, puisque EcoCert va faire, a priori, un contrôle, un audit sur place du produit Azoprid, donc en Chine, sur l'usine qui produit l'Azoprid. On a 2 mois à attendre avant d'avoir un retour sur l'audit d'EcoCert. À ce moment-là, on pourra se prononcer là-dessus. Mais en l'état actuel, il nous semble un petit peu cavalier de tout de suite, disons, condamner un produit dont on a au fond un retour que par les personnes qui ont tout intérêt à ce qu'il soit interdit. Donc, bon, même s'il y a d'autres acteurs qui se sont positionnés, je dirais que la prudence est de mise, sachant que les acteurs qui produisent l'Azoprid eux-mêmes sont, disons, assez pugnaces et assez volontaires pour défendre leurs produits. Donc voilà, il faut être attentif et, disons, être précautionneux, même si une fois qu'on aura les informations, il faudra être très clair et que de toute façon, la question se pose de la provenance pays tiers extrêmement loin, chinoise, qui sort du débat, je dirais, est-ce que c'est UAB ou pas UAB? Ok, merci Félix. Du coup, je propose de poursuivre. Alors, juste pour compléter, pour introduire la séquence qui vient, je sors 2 secondes de mon rôle d'animateur. En tant que, du coup, Bureau de France, déclinaison régionale de la FNAP, sur cette question, ce qui nous semble important et ce qui nous semble important dans le projet et puis la façon dont on va aborder cette question-là, c'est de dire qu'il y a une question de substitution de ces produits, de ces sources de fertilisants, mais aussi et surtout, ça demande de toute façon de nous questionner sur nos systèmes de production à long terme, et du coup, les notions de résilience des systèmes et de toujours complexifier les systèmes bio, c'est pour nous une exigence pour répondre aux attentes climatiques et sociétales. Du coup, je propose, on a mis en vrac, alors c'est probablement pas exhaustif, mais comment à moyen terme, comment à long terme, les systèmes bio doivent encore évoluer, se complexifier pour s'adapter à ces évolutions-là. Du coup, en vrac, et peut-être Guy, Marie, je vous laisserai réagir et on fera un focus sur la réintroduction d'élevage avec ton témoignage, Guy. Il y a les questions sur la place des légumineuses dans les rotations, des engrais verts. Donc, quelles évolutions dans les assolements, une question qui renvoie plutôt à l'organisation des filières, également à la question des prix, sur quel avenir de cultures plus exigeantes, sur des crucifères ou pommes de terre. À un moment donné, est-ce qu'on assume le fait qu'il y a un impact sur les rendements et du coup, de la répartition de la valeur au sein de la filière sur ces évolutions-là?
la fertilité des sols et des projets, des actions et de plus en plus de producteurs, soit en bio qui se posent la question d'agriculture de conservation, soit des agriculteurs de conservation qui se posent la question de la conversion en bio. Penser à la luzerne comme un fertilisant, c'est des choses qu'on commence à voir émerger. Voilà, il y a probablement d'autres solutions à inventer. Dans la dernière demi-heure qui nous reste, on focalisera sur la réintroduction d'élevage et sur des nouvelles filières de valorisation de luzerne. Ça fera le lien avec ce que disait Jean-Luc tout à l'heure sur d'explorer des nouveaux concentrés protéiques de luzerne. Il y a deux exemples de projets qui essaient de creuser ces sujets-là. Guy, Marie, par rapport à cette liste et ces enjeux, est-ce que vous avez des réactions, des compléments? Et puis après, sinon, Marie, je te laisserai présenter en interaction le système de... Non, encore une fois, je pense que tu l'as bien dit, l'enjeu qu'il faut avoir en tête, c'est garder une marge en culture sur par rapport aux fertilisants, l'augmentation du prix du fertilisant, et aussi, ce qui est hyper important, et on le voit dans vos réactions, c'est aller sur, autant possible sur de l'autonomie sur les fertilisants pour rester cohérent avec la bio sur l'importation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fera tout de suite du jour au lendemain, mais peut-être un objectif à garder en tête pour le long terme. Et encore une fois, tout ce que tu viens d'évoquer, ça peut apporter une pièce au puzzle pour aller vers ces objectifs-là. Après, Guy, peut-être que tu peux présenter un petit peu ton exploitation et puis revenir sur comment est-ce que tu t'es adapté, comment est-ce que tu anticipes en fait cette évolution réglementaire sur la disponibilité des effluents chez toi. Je mènerai juste un commentaire par rapport à Marie, c'est que en supprimant cette possibilité d'avoir de l'azote, on supprime aussi un autre problème qui en bio est quand même assez crucial, c'est le phosphore. Le phosphore, on n'a pas le droit à l'acide pour le rendre assimilable. Le phosphore, il passe souvent que par un produit animal. Ça va amener, à mon avis, ce problème de ne plus avoir accès à des fertilisants, à réorienter la production agricole dans son ensemble sur des cultures à faible demande d'azote. Donc, des cultures comme la pomme de terre, le maïs ou le colza vont être fortement déstabilisées par ces changements-là. Après, derrière tout ça, il faut qu'on se repose la question qu'on a quand même des cipants qu'on peut arriver à développer en interculture qui peut amener cet azote. Donc, on est aussi sur des schémas, comment dirais-je, peut-être trop simplifiés en agriculture biologique aujourd'hui, où il va falloir refaire encore plus d'agronomie pour arriver à compenser tout ça. Donc, je vais présenter maintenant un tout petit peu mon exploitation. Donc, peut-être l'évolution aussi de ces dernières années. De ces dernières années. Donc, on est passé en bio en 2015. On est sur une nappe de captage avec à l'époque un gros problème d'herbicide au niveau de l'eau. Une volonté de passer à autre chose. Donc, avec 90 hectares de vergers de pomme acide. Et l'enjeu à l'époque, c'était vraiment de passer les vergers en bio. C'était l'herbicide qui était au pied des arbres qui posait problème. Et ça nous a amené à aller chercher une solution qui n'était pas toute faite au départ. C'était d'aller chercher des brebis pour désherber au pied des arbres qui amènent dans les vergers une forme de résilience et qui nous supprime tout un tas de problèmes qu'on a du mal à imaginer en conventionnel qu'on va être capable de réaliser. Entre autres, la disparition quasiment de la tablure, avec une dynamique au bout de 7 ans qui nous amène avec mon fils à nous poser la question, est-ce qu'on a encore besoin d'effluents type fiente de poule dans le verger, sachant que les 2 dernières années, on a eu des pics d'azote très forts au mois de mai dans les vergers, avec un gros problème puceron. Donc, on se pose la question de se dire, en fin de compte, on ne calibre pas bien ce que le sol est capable de nous amener par l'évolution de nos sols qui sont complètement enherbés aujourd'hui. On a regagné quasiment l'espace d'une dizaine d'années sur le système qu'on a mis en place, pas loin d'un point de matière organique. Ce point de matière organique se met à travailler et il y a tout un tas d'évolutions qui est en train de se changer. Derrière tout ça, en grande culture, on a mis en place des cultures
sur au minimum 7 ans. Et on voit les effets sur les cipans. Les cipans sont systématiquement mangés par les animaux, par les brebis. Et une brebis, on a fait tout un tas d'essais à Bio de Haute-France, on considère qu'une brebis qui vient sur un gros cipan, elle ne consomme que 30% d'énergie. Et par contre, elle recycle ces 80 ou 70% en matière organique des sols. Donc tout ça, ça nous amène à complètement changer. Et il y a une autre chose en agriculture biologique, pour arriver à produire des céréales, il nous faut la luzerne. Si on n'a pas la luzerne comme désherbant, on n'y arrivera pas. Et cette luzerne, nous, elle nous intéresse pour les brebis en partie. Comme on a de l'herbe qui pousse maintenant, on n'a plus d'hiver, on a de l'herbe qui pousse quasiment toute l'année. Et les brebis sont tout le temps dehors. Cette luzerne, ça fait 7 ans qu'on la travaille avec Marie, avec Jean-Loup. Aujourd'hui, on est arrivé à avancer vers une qualité de luzerne plus élevée. On arrive à faire de la luzerne à 22, même des fois 24, en la prenant très jeune, en la différenciant, etc. Elle nourrit les animaux, mais à mon sens, elle peut aussi nourrir le végétal. Et là, je dirais que je fais un appel à Arvalis. Arvalis, ça fait tout un tas d'essais, mais qu'avec des granulés de luzerne, parce qu'on peut les prendre avec un semoir. On n'est pas passé sur des smoothies luzerne jeunes, on n'est pas passé sur des composts de luzerne dans lesquels on amènerait, etc. Tout ça, c'est à travailler, et je crois qu'on peut arriver à des systèmes qui vont fortement évoluer dans une forme de résilience. Mais tout en gardant à la tête que quand on sait tous que la luzerne, on la récolte entre 3 et 5 fois par an, on est avec des périodes où, quand il pleut, on n'a pas de belle luzerne, mais celle-là, il faut la réserver au sol, et quand on a de belle luzerne, il faut la réserver pour les poules ou les vaches au moment où c'est nécessaire. Donc, c'est d'arriver à trouver toutes ces solutions. Donc, toi, finalement, par la réintroduction de l'élevage, tu as trouvé à la fois une solution sur être plus résilient par rapport à cette évolution alimentaire sur les fertilisants et finalement aussi sur l'alimentation de tes animaux, puisque ça crée un débouché pour ta luzerne en partie. Alors, au sein de Bio Haute-France, avec différents partenaires que sont Novial, comme producteur, on a travaillé avec Corentin Masson, Guy, et puis les Stamos qui sont des voisins de Guy. Et puis on a été en partenariat également avec le CDV. On y reviendra juste après, juste pour conclure cette partie, parce que sur l'aspect luzerne, il y a finalement, Guy, tu poses 3 pistes. La luzerne en tant que fertilisant, une piste à explorer. La luzerne en lien avec la introduction de l'élevage, et puis la luzerne, effectivement, c'est bien avec le projet Protéolus sur construire une nouvelle filière de concentrer, une luzerne fortement concentrée en protéines, plus concentrée. Juste du coup, ça permet parce que sur la question de la réintroduction de l'élevage, comme le présente Guy ici, c'est une solution qu'on identifie à moyen terme, à long terme, pour répondre vraiment sur l'évolution des systèmes. On avait publié, il y a l'année dernière, un recueil disponible sur Internet, vous trouvez assez facilement, je pense, 25 producteurs qui témoignent de la réintroduction de l'élevage. Et on a fait une petite étude et on était assez étonnés finalement de la dynamique de réintroduction de l'élevage dans les systèmes chez nous en France, où on a spécialisé les territoires avec des terres d'élevage. Et du coup, de plus en plus, soit des systèmes en grande culture, vous les voyez en orange ici, soit des systèmes maraîchers en arboriculture, mais en grande culture, de plus en plus de réflexion de l'introduction de l'élevage. Et il me semble que si on avait recensé 25 initiatives il y a 2 ans, on peut imaginer 30, 40 initiatives là encore. Donc il y a une petite dynamique qui nous semble assez intéressante à révéler, malgré la complexité de remettre de l'élevage. On est vraiment sur une réponse complexe aux enjeux, notamment de fertilité. On voit quand même que c'est une dynamique qui émerge assez fortement en région. Donc c'est un sujet qui vous intéresse. On a une vingtaine de producteurs qui témoignent via ce recueil. Et qui peut être envisagé toujours dans un but de résilience face à ces évolutions réglementaires, ces évolutions de marché, ces évolutions du prix des intrants. Voilà, ça peut être une solution. Et du coup, la troisième, on peut passer au site. La troisième. Je dirais juste pour un indicateur, depuis 2015, où on a un troupeau de Shropshire, qui est une brebis qui vient d'Angleterre, qui a tendance à ne pas écorcer les arbres. Je dis bien tendance, il ne faut pas faire de bêtises avec.
depuis maintenant 7 ans, on vend toutes les annuelles pour la reproduction. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'autres producteurs qui nous ont acheté des annuelles pour refaire la même chose. Et on pensait cette année de ne pas les revendre et déjà tout est parti. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une dynamique qu'on a du mal à percevoir. En bovin et en ovin principalement en culture. Ouais. Et après, parce que la question des effluents concerne aussi d'autres systèmes, notamment le système maraîcher, une dynamique aussi de l'introduction, notamment en volaille, de chair, aussi sur ces systèmes-là. Voilà. Je vous invite parce que voilà, ça nous montre des systèmes qui se complexifient et qui font clairement écho à ce qu'on dit depuis ce matin. Pour terminer, du coup, la dernière séquence de cette matinée, enfin, projet Protéoluse, on a juste appris qu'il est financé dans le cadre du plan bio, notamment par la région et la zone de l'eau Seine-Normandie sur ce projet-là, qui est émergé notamment un peu impulsé par Guy d'un côté sur comment on fait pour trouver, il faut trouver à nouveau des bouchers de luzerne, auquel Jean-Loup a trouvé un écho, parce qu'il dit moi je suis confronté pour mes besoins en alimentation, et ce projet-là fait un peu point de convergence, la connexion entre les deux enjeux alimentaires qu'on a évoqués ce matin, la question des effluents et la question de l'alimentation 100% bio. Donc Marie, je te laisse présenter un peu les enjeux, comment ils étaient pensés, et puis on propose de présenter les premiers résultats de ce travail. Alors, juste en quelques mots, effectivement, je ne vais peut-être pas revenir dessus parce que tu as bien évoqué les enjeux. C'est un projet qui est construit autour de 3 axes. Le premier axe, justement, c'est donc d'essayer de produire de la luzerne à plus haute valeur protéique. Donc, là, on essaye de produire de la luzerne qui atteint 22-24% de protéines, là où habituellement, je parle dans ce qui est récolté auprès de GBCDV, notamment avec qui on a travaillé, elle est plutôt à 16-17%. Donc ça, c'est le premier axe qui est fortement en lien avec les besoins évoqués par Novial, d'introduire donc de la luzerne et de tester en fait des nouvelles formulations pour répondre à cet enjeu d'évolution alimentaire sur le 100% bio. Donc pourquoi pas introduire un petit peu de luzerne dans leur formulation. Et donc c'est sur l'axe 1, on travaille en lien avec Novial, et donc l'enjeu, ça a été de produire donc de la luzerne qui certes est plus riche en protéines, mais aussi qui peut rentrer dans un processus industriel. Donc ça, j'y reviendrai après, un peu plus longuement. L'axe 2, donc là, se fait directement en lien avec un éleveur de porc, donc qui est Stéphane Leleu, qui est situé à Ucquelier, qui, donc cette année, avec une de mes collègues, a testé l'incorporation de luzerne enrubanée en brut dans les rations. Donc, il y a eu 2 lots, un lot témoin qui avait 100% d'un aliment complet et un lot qu'on a appelé le lot luzerne, dans lequel on a incorporé, on a diminué cet aliment complet et incorporé de l'enrubanage à volonté. Voilà, l'objectif, c'était de voir si déjà à 10% d'incorporation de luzerne, quel impact ça avait sur les performances des animaux. Donc, ils ont été suivis au niveau du poids au cours de leur croissance, et puis, bien sûr, à l'abattage. Alors, quelques mots sur les premiers résultats, j'en ai échangé hier avec Carole, parce que le lot vient à peine d'être abattu, donc c'est vraiment tout récent. C'est plutôt des résultats qui sont hyper encourageants. Alors ça, c'est qu'un essai et il va être reproduit pour confirmer un peu la chose, mais en tout cas, l'éleveur est lui-même très satisfait de cet essai-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les carcasses des 2 lots, et en termes d'âge à l'abattage, il y a quelques jours de différence, 5 jours en moyenne, mais ce n'est pas hyper représentatif. Voilà. Après, enfin, c'est pas hyper représentatif. La différence n'est pas significativement négligeable. La différence n'est pas contraignante, si tu veux. En termes de travail supplémentaire, donc là, c'était un essai, donc la luzerne était distribuée manuellement. Peut-être à voir aussi sur un plus gros élevage, et puis si cette pratique se développe, quel impact ça pourrait avoir sur le temps de travail. Et au niveau économique,
un tout petit peu plus économe avec de la luzerne. Mais les calculs restent à affiner de ce côté-là. Donc voilà, ça reste une piste intéressante pour diminuer le coût de l'aliment, sachant, donc là c'est sur des porcs, c'est peut-être les animaux monogastriques qui sont les plus, qui s'adaptent le mieux, disons, à cette évolution réglementaire et puis à l'incorporation de luzerne dans la ration. J'aimerais bien qu'en perspective, qu'on fasse un essai similaire sur les volailles, peut-être volailles de chair et pourquoi pas poules pondeuses, mais voilà, ce sont des petits animaux qui sont un peu plus fragiles et ça sera sûrement moins simple. Mais en tout cas, c'est un premier résultat sur le porc qui peut être une réponse à cette évolution réglementaire 100%. Du coup, voilà, pour bien comprendre, cet axe-là, plutôt, on a essayé de construire deux schémas de valorisation, un plutôt schéma en proximité, en considérant que ça pourrait permettre de mettre un polyculteur qui en met de la luzerne pour venir nourrir les porcs de son voisin. L'idée, c'est de voir comment en proximité, en échange direct, on peut trouver des solutions entre éleveurs de porcs et polyculteurs. Là encore, pour répondre au double enjeu, alimentation 100% bio, relocalisation de l'alimentation 100% bio, et l'enjeu de trouver des alternatives à la restriction sur les effluents et du coup trouver un débouché, une valeur à la luzerne dans les assolements. Et du coup, l'autre axe, et Marie, je te laisse le présenter, et Guy, vous avez été fortement impliqué en tant que producteur et femme, et du coup, n'hésitez pas à compléter, à réagir sur comment vous avez comment vous percevez les essais qui ont été faits, l'intérêt, pour voir comment on peut se projeter aussi à suite sur cette filière en émergence. Alors, juste pour compléter, j'ai dit qu'il y avait trois axes, quand même quelques mots en quelques secondes sur l'axe 3, qui consiste à, une fois la récolte de la luzerne faite, voir comment est-ce qu'on peut concentrer la protéine par différents procédés industriels. C'est l'axe sur lequel on est peut-être un tout petit peu moins avancé, qui emploie des techniques plus innovantes, voilà, mais qu'il faut quand même garder en tête dans l'objectif de concentrer la protéine dans les aliments en vue d'être employés par les femmes. Alors, sur l'axe 1, pour revenir là-dessus, donc en 2020, on a mis en place un essai avec 2 récoltes de luzerne jeunes, c'est-à-dire à un stade de 3-4 semaines. 4 semaines en moyenne. Donc, on a pris la deuxième coupe et la troisième coupe de luzerne. Et donc, on a produit, in fine, de la luzerne à 22,6% de MAT, de protéines, pour cette première livraison, et puis 19% de MAT sur la deuxième livraison, et qui a été récoltée un tout petit peu plus tardivement, donc à 5 semaines. Donc, on se dit que l'âge de la récolte et puis aussi le fait que ce soit la dernière coupe a pu impacter ce pourcentage de protéines dans cette luzerne récoltée. Peut-être qu'on peut passer à la dépôt d'après pour vous expliquer un peu tout le process de récolte et de transformation. Donc la luzerne a été récoltée à peu près à 1,5 tonne de matière sèche par hectare, préfanée 24 heures dans le champ, et puis pressée, mise en botte en brin court. Donc en brin court, c'est précisé, c'est 3-4 cm, ce qui permet ensuite de la granuler. Donc ça, c'était important. Ce sont donc des éleveurs, les stamos, qui l'ont pressée et qui ensuite l'ont séchée dans un séchoir qu'ils ont mis en place chez eux, qui est lié à un méthaniseur. Et donc, ce qui a permis de sécher la luzerne en botte. Donc ça, c'était super intéressant de la sécher en botte, de manière à garder les feuilles et de ne pas avoir trop de manipulation sur les feuilles, et les feuilles qui concentrent en fait la protéine. Donc, on gardait la valeur ajoutée en la séchant en botte. Et l'autre intérêt, c'est que on l'a séché à des températures douces. Et donc, en termes de maintien de la qualité de la protéine, c'était aussi intéressant. Donc, ça a été séché 3-4 jours et puis stocké.
chez l'éleveur. Et ça, c'est aussi super intéressant parce qu'en travaillant avec un intermédiaire qui est l'UCDV, qui donc déshydrate entre autres de la luzerne, eux ont des campagnes de récolte de la luzerne assez complexes puisque voilà, il faut passer chez tous les producteurs et donc ils ne sont pas forcément maîtres de... En tout cas, le producteur n'est pas maître de la date de passage chez lui de l'UCDV. Or, nous, ça nous embêtait parce qu'on voulait vraiment récolter jeune. Donc là, c'était stocké... c'était un stockage tampon qui permettait de stabiliser cette luzerne et ensuite de l'envoyer à l'UCDV pour granulation une fois que l'usine était prête à passer en bio. Parce que voilà, l'UCDV, il récolte d'abord le conventionnel, puis le bio, puis le CD. Donc voilà, stockage, puis transport. Là aussi, c'était intéressant de transporter de la luzerne séchée, puisqu'on transporte moins d'eau et donc automatiquement, le transport revient à un moindre coût. Et donc, du coup, on peut se permettre de transporter sur un plus long trajet cette luzerne. Ce qui aujourd'hui nous fait dire que le périmètre d'action de l'UCDV aujourd'hui, c'était 50 km. Peut-être que demain, ça pourra être avec ce procédé un petit peu plus. Et donc, ça pourra éventuellement créer des débouchés là aussi pour cette luzerne. Donc, a été transporté, puis granulé donc à l'UCDV sans être chauffé, encore une fois, parce que le processus habituel, c'est d'être déshydraté normalement à 800 degrés, ce qui peut quand même dénaturer la protéine. Donc là, elle n'a pas été chauffée, mais simplement granulée, c'est-à-dire pressée. Et donc, c'est après cette granulation qu'ont été faites les analyses de MAT. Et ensuite, la livraison a été faite chez Novial, qui l'a réutilisée dans des formulations d'aliments. Et l'objectif, c'était donc de l'incorporer, cette luzerne, à 2-3% dans l'aliment. Oui, juste un petit mot, là vous voyez la photo, c'est une photo que vous avez vue en plus grande, donc in fine le produit ressemble à ça. Et ce dont vous ne pouvez pas vous rendre compte par l'image, c'est que c'est un produit qui sent encore beaucoup la luzerne, et donc qui plaît aux éleveurs et qui plaît aussi aux animaux. Alors, moi, j'aurais juste un petit complément. Marie a un petit peu oublié de dire que le pressage se fait à 30% d'humidité pour conserver toutes les feuilles. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un résultat aussi sympa, parce qu'à 30%, les feuilles tiennent sur la luzerne et arrivent à rentrer dans la masse. L'aspect stade immature, stockage, séchage, on voit en vert, c'est tous les intérêts de ce processus. En tant que producteur, est-ce que tu as des compléments à ajouter sur ce schéma de production? Et puis après, lui, en tant qu'utilisateur, t'entends aussi également sur cette expérience. Moi, je dirais que l'expérience qu'on a eue à travers ces journaux qui nous avaient un peu orienté vers ça, c'est que des luzernes jeunes de printemps vont être facilement à 22, 24, peut-être même plus, parce qu'on ne l'a pas expérimenté sur la première coupe. La première et la deuxième coupe, à mon avis, elle doit être réservée vraiment à ça, parce qu'on arrive à des taux de protéines plus élevés. Les coupes qui vont être sur juillet, août, quand on a beaucoup de soleil, à mon avis, on va être plutôt à 18, 19. Celles-là, elles s'orienteront, à mon sens, vers une fertilisation des sols. Merci. Moi, j'ajouterais que globalement, c'est concrètement un essai, ou en tout cas l'aboutissement d'une réflexion entre nous. On ne va pas vous faire toute la genèse, mais l'objectif initial, ce n'était pas vraiment celui-là. On est passé par des essais intermédiaires il y a 2 ans qui n'ont pas du tout apporté satisfaction, où on a mélangé la luzerne récoltée humide avec des céréales pour essayer de stabiliser, de capter les jus, etc., etc. Et en fait, bon, ça a été un échec, mais au moins, ça nous a permis de réfléchir, ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de contacter tout un tas de gens. Et c'est vraiment un exemple de réussite globalement et d'aboutissement d'un projet. Alors, nous, à notre niveau, en fait, l'idée, c'était de se dire dans cette réflexion où on va changer notre sourcing matière première et source de protéines. La luzerne fait partie des produits régionaux, mais par contre, une luzerne de 17 de protéines, mis à part pour les ruminants, en monogastrique, ça ne nous intéresse pas, mais si on arrive à faire du 22, du 23, du 24, on pourra en mettre un peu. Alors, c'est 2 ou 3%,
mais 2 ou 3% de 40 000 tonnes, ça peut faire quelques dizaines ou centaines d'hectares à terme. Donc voilà, c'est un élément pour contribuer à cette diversification des assolements d'un côté et à diversifier nos matières premières chez nous. Et puis, je dirais, ça vient bien en complément, on dirait, en ayant avancé sur le sujet, de se dire, ben voilà, il faut qu'on prenne le meilleur du produit pour la nutrition animale et puis peut-être voir sur une coupe, 2 coupes ou 3 coupes, début, fin de saison, avec une autre valorisation qui resterait sur l'exploitation. Des perspectives, du coup, Marie, sur effectivement, du coup, d'installer des perspectives de dizaines ou centaines d'hectares, potentiellement, rapidement, il y a des perspectives. Je te laisse compléter, Marie, sur les suites. Oui. Alors, juste pour donner un peu une vision sur ces surfaces qui pourraient être impactées, on avait fait le calcul avec Carole de, par exemple, pour 300 000 poules pondeuses, ça représenterait à 3-4% d'incorporation une centaine d'hectares. Donc, c'est un début, ça veut dire que potentiellement pour d'autres, si on développe d'autres débouchés, ça peut valoriser encore quelques centaines d'hectares de luzerne et donc créer un débouché intéressant pour les polyculteurs qui n'ont pas d'élevage et qui souvent se demandent comment commercialiser cette luzerne. Alors en termes de perspective, pour l'année 2021 déjà, l'idée ce serait de reproduire cet essai, voir si on arrive à se tenir à 23% et puis affiner un petit peu sur quelle coupe est la plus propice à produire des protéines. Est-ce que les variétés de luzerne peuvent jouer? Est-ce que sur le rendement, si on fait 4-5 coupes de luzerne, est-ce qu'on arrive à un rendement égal à 3 coupes par exemple, ou est-ce que ça impacte le producteur? Donc affiner un petit peu tout ça. Ensuite, en termes de perspective, l'idée c'était aussi, donc là on a travaillé avec le CDB, l'idée c'était de voir, il existe d'autres points de séchage sur le territoire pour voilà, développer un petit peu ce produit ailleurs que chez lui. L'idée, c'était aussi d'être en lien avec d'autres initiatives territoriales qui se montent, notamment on a parlé en Normandie et puis aussi en France d'idées de séchoirs qui sont capables de sécher des bottes de luzerne, donc comme on voit sur la photo, et reliées à du solaire qui serait peut-être un peu plus accessible que du méthaniseur. Donc affaire à suivre. Et puis on a toute une réflexion aussi à avoir dans le sens où cette luzerne, on crée finalement un nouveau débouché, donc une nouvelle filière, réfléchir au prix à donner à cette luzerne avec un dialogue qui se fasse au niveau filière, donc avec les producteurs qui sont impliqués dans la réflexion, transformateurs et puis distributeurs. Voilà. Et du coup, effectivement, tu disais tout à l'heure sur la partie concentration, pourquoi pas aller vers encore plus encore plus concentré, ce qui pourrait peut-être, on parlait de centaines d'hectares là, ce qui pourrait permettre peut-être d'avoir un intérêt encore supérieur pour les femmes et pourquoi pas augmenter d'autres. Incorporer un petit peu plus. Incorporer un peu plus. Donc ça, c'est un des actions qu'on fait avec des partenaires qu'on a cités au début, une prouve sur du broyage tamisage de granulés, voir si on arrive à faire de la poudre et voir comment aujourd'hui ce qu'on peut faire de cette poudre. Merci. Alors, il y avait une question dans le chat, il me semble que Carole a répondu sur l'effet santé sur les animaux sur l'axe 2. S'il n'y a pas d'autres questions, réactions, je propose de terminer. On sera dans les timings, c'est l'intérêt de la visio. On a parlé d'opportunités à la fois en production, enfin, cette montée en gamme, cette évolution alimentaire qui est une sorte de montée en gamme de la filière bio, si on l'a traduit comme ça. Des questions qui se posent encore, quelques craintes, mais néanmoins pas mal d'opportunités, que ce soit sur les opportunités de diversification d'assolement chez les producteurs, on a parlé de soja, tournesol, luzerne, on a parlé de diversification au niveau de l'alimentation, en termes de sources, donc à côté producteur, mais aussi côté fabricant d'aliments sur cette diversification. On a un peu parlé de partage de valeur, approche filière sur les surcoûts. Et là, sur la fin, on voulait aussi insister vraiment sur les aspects de résilience, questionner la complexité, redonner la complexité des systèmes bio pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc, on est plutôt sur les aspects
résilience pouvant répondre aux attentes sociétales, climatiques, etc. Voilà, du coup, PEMMED, c'est un peu, si je résume un peu ce dont on a pu discuter ce matin. Marie, Guy, Jean-Loup, si vous voulez partager votre mot de la fin, qu'est-ce que vous retenez, avec quoi vous repartez, c'est quoi les enjeux, ou voilà, comment on avance, comment on continue à avancer aux régions sur ces enjeux. Non, bah après, je vous laisse la parole, mais encore une fois, pour moi, là, avec le tour d'horizon que j'ai fait sur la partie fertilisant, mais aussi sur la partie 100% bio, on voit qu'il y a un peu deux voies qui s'ouvrent à nous. Soit on se dirige vers une bio qui est très dépendante de l'importation, et est-ce que c'est forcément ce qu'on veut développer? Et en réponse à ça, on se rend compte qu'en fait, les fermes qui sont les plus résilientes, c'est celles qui sont diversifiées et qui imaginent d'autres types de réponses sur l'exploitation, donc des réponses qu'on a pu évoquer notamment sur les fertilisants et puis sur le 100% bio. Et donc, je pense que c'est vraiment cette bio-là qu'on veut développer et sur laquelle il faut qu'on mette nos efforts pour aller sur une bio cohérente. Ok, merci. Oui. Pour moi, le bio égale agronomie. On est dans un cycle de réchauffement climatique qui nous amène avec des printemps secs et des étés très chauds. Si on n'arrive pas à remonter nos taux de matière organique, on n'arrivera pas à tenir. On parle beaucoup de l'azote aujourd'hui, mais il faut savoir qu'un point de matière organique, c'est 80 mm de plus dans les sols. C'est ce qui permettra aux plantes de tenir. Je crois que le débat, il se situe là. Et on a un autre débat qui est en train d'arriver, c'est le coût carbone auquel l'agriculture peut répondre, et à mon avis, le bio encore plus que les autres. Ok, merci. Jean-Loup. Pour ma part, je pense que les deux éléments là, sur l'évolution réglementaire, alors pour celui qui me concerne, hein, sur l'arrêt de la dérogation des produits conventionnels, c'est un vrai tournant à terme dans l'organisation de nos assolements, ou en tout cas, ça réoriente complètement les besoins de notre métier de fabricant d'aliments. Ça ouvre forcément des portes à une nouvelle production, des nouvelles cultures, des nouvelles valorisations. La bio, on s'est toujours adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du temps, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Des échecs, il y en aura, des incertitudes, il y en aura. Par contre, l'enjeu pour moi dans tout ça, c'est de trouver le bon équilibre et que chacun des coûts qui vont être des coûts supplémentaires, parce que ces évolutions réglementaires, ce sont des coûts sur les changements de modèle sur les fertilisants, ou en tout cas une concurrence dans l'offre qui fera que de toute façon, on va augmenter les prix à ce niveau-là. Et concernant la fabrication d'aliments, on sait qu'à iso-performance, objectif iso-performance, nos formules d'aliments vont coûter plus cher. Donc, les kilos de poulet, les kilos de porc, de viande de porc ou les kilos d'œufs produits coûteront plus cher. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler en filière pour que tous les acteurs s'y retrouvent, communiquer pour que tous ces coûts-là soient répercutés, j'irais, dans le prix du produit, tout en restant accessible pour continuer à développer la production bio comme on l'a fait depuis des années maintenant. Donc, on part dans un numéro d'équilibriste. Il y aura des chutes, mais il y a aussi plein d'espoir et plein de perspectives parce qu'aujourd'hui, ça sensibilise beaucoup de monde. Et le fait qu'on est dans la massification, de toute façon, il y a les moyens qui vont être mis à disposition et on sent bien que l'État ou différents financeurs sont prêts à accompagner ces projets-là aussi. Donc, à nous de savoir en profiter et puis d'en faire profiter l'ensemble de la filière. Ok, merci. 11h59, je propose de nous arrêter là-dessus. Merci Gilles et Fanny qui étaient en coulisses pour nous aider à l'organisation. Merci encore de votre participation. On enverra à tous les participants, là, vous étiez plus de 300 sur les 3 webinaires qu'on a organisés, un petit questionnaire de satisfaction et surtout de retour, à la fois sur le contenu, sur la forme. L'idée, c'est aussi que ça puisse nous nourrir. On débriefera tout ça avec je pense, la Chambre d'agriculture pour voir comment faire évoluer à la fois le format. Est-ce qu'il y a besoin d'organiser d'autres rencontres sur ces thématiques-là et pourquoi pas nourrir d'autres actions qui émergeront dans le cadre
du plan bio régional. Voilà. Merci. Comment? Et on vous invite à Terrobio le 2 et 3 juin dans l'Aisne pour poursuivre ces discussions sans les masques, peut-être pas. En tout cas, physiquement, on l'espère. 2 et 3 juin. Voilà. À très bientôt. Merci pour votre participation. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.